Cet épisode vous est présenté par Driver Academy, Auto, Moto, École. Un établissement sérieux, une équipe pédagogique au top et un service administratif compétent. Driver Academy, Auto, Moto, École. Pour toute demande de collaboration, contactez-nous. plancomptemusique91@gmail.com 07 49 19 52 42. Les bails, les airs, Jomb, on dit Mogo, pas Mogo, on dit Floco, pas Floco, disons-nous les choses aujourd'hui avec des hommes. Avec des hommes. Nous sommes des gremlins des années 90. On a grandi avec des rappeurs qu'on écoutait dans notre chambre. Et parmi ceux-là, il y avait un groupe qui s'appelait La Brigade. Comment allez-vous, les frères? Ça va. Ça va. Vous allez bien? Ouais. Et toi, ça va? On essaye. on essaye. En tout cas, La Brigade, c'est... Dites-moi si je me trompe. John Daido qui est là. Il est là, agent spécial. Exactement, le kafir. Exactement. À l'époque, on t'appelait le baccalauréat. Le baccalauréat et le théoricien. Voilà, exactement. Fredo. Ouais, Fredo. L'agent double. double. Voilà, Ouais. on s'en souvient. Monsieur Zico. L'éclaireur. L'éclaireur, tu vois. Et il y avait encore d'autres membres. Acide, Baz, Dokka. Et qui était le brigadier fantôme? Il y a deux frères aussi. Il y a deux frères, exactement deux frères. Davis aussi. Et si, Davis, Lobo. Lobo. Khalifa. Exactement. Mais vous ne voulez pas m'éclairer sur le brigadier fantôme? Qui était... Non. Ah non. On ne le saura jamais. Si, viens le 23 novembre et tu le verras. Dans la salle, il sera là. Il faudra que tu fasses ta petite enquête et je sais que tu sais gérer ce jeu. En tout cas, La Brigade, c'est des albums studio, comme on dirait. En 1999, Le Testament. Ouais. En 2001, Il était une fois. Yep. Je ne sais pas si celui-là, vous le comptez, mais je pense qu'il faut le compter. En 2005, Un esprit libre ne meurt jamais. Ouais, il faut compter. Ouais, Il t'oublie officiel aussi. Ok, d'accord. Et C'est des EP studio. exactement. Donc, Il y a le maxi blanc, ouais, c'est ça. le maxi le maxi noir. Et le maxi noir officiel. Et il y a différents singles. Il y a en 95, Le Ring. Non, ça c'est. Non. Ça, c'est le premier vinyle quand Premier vinyle. vinyle. Ok. Et il y a une chanson que je kiffe. Je me fous du boss, je bosse pour ma femme, elle est gosse, les gosses, t'es la gade. L'instru, il fracasse. Je sais pas qui l'a fait. C'est Lobo. Lobo qui l'a fait. Ouais. Ouais. Il tue. Il s'est pris la tête pour le faire. En plus, je me souviens, Lobo, c'était un peu un geek de l'époque. Il rentrait les trucs dans le sang, puis il sort et dit regarde, on comprenait rien. Nous, on entendait juste un son qui pète, mais ouais, c'est Lobo qui a fait le son. Ah non, on a kiffé, tu vois, rien que la mélodie au début, là. Non, c'est légendaire, tout ça. En tout cas, voilà, le principe de cette émission, c'est que je vais revenir un peu sur mes souvenirs de l'époque. Et comme driver, j'étais là, moi. J'étais là à plein de moments, mais vous ne me voyez pas. Enfin, vous ne m'avez pas vu, mais moi, j'étais là. Tu vois, j'étais là à des moments clés. Et jadis, en l'an 1995, avec mes frères de sang, Mamadi et Fodé, nous vîmes notre tout premier concert en plein air devant le centre culturel Ciné-Béchet à Grigny. Son concert avait eu lieu à l'occasion d'un concours dont les gagnants ont remporté, me semble-t-il, de gracieuses heures de studio, denrées rares jadis. Je jouais mon rôle de grand frère en décryptant, en commentant chaque passage, chaque artiste, malgré la foule. Tout au long du spectacle, nous écarquillâmes nos yeux, nous vîmes ce que nous ne pensions jamais voir. Un quinri rappé en quinri, nous fûmes subjugués. Nous vîmes d'autres rappeurs, dont nos grands de Grigny, Bandapart Cartel, Baronji, Nasser, pour ne citer que. Dans cet amas d'artistes, nous vîmes ceux qui, lorsque nous les écoutâmes, malgré nos minces expertises rapologiques, nous nous dîmes « Ouh là là, ils sont chauds, eux. Ils sont chauds. » Un métis aux yeux clairs, grand ouvert, muni d'une assurance sans nom en baggy, dont la bouche crachait du feu, accompagné d'un noir foncé, bob vissé sur la tête. À ras des yeux, qui zozotaient, car il portait ce qui pour nous était un appareil dentaire. Mais plus tard, nous apprîmes qu'il portait en fait des grills. C'est ça, si je ne me trompe pas. Ces deux phénomènes, si je ne m'abuse, se faisaient appeler la brigade. Il me semble à l'époque, il me semble. Le public, mes frères, tout comme moi, furent émerveillés par ces extraterrestres au rap futuriste. Pour ceux qui connaissaient le public de Grigny de l'époque, il fallait se lever tôt
pour ne serait-ce que lui faire bouger un sourcil. Ces deux super-héros du rap français étaient le Kafir et Fredo, qui d'ailleurs gagnèrent ce concours. C'était en 1995, j'avais 15 ans, et mon tout premier concert de rap de toute ma vie, avec mes frères Mamadi et Fodé, nous fûmes servis. Est-ce que vous vous souvenez de ce concert en 1995 ? Je savais même pas qu'on avait gagné. On a gagné. Bah, moi, je sais que vous avez gagné. Moi, je me souviens que vous avez gagné. Parce qu'on était venu on était venu toute la brigade. Ouais. Mais on avait participé par petite entité. Donc, si c'était pas nous qui avons gagné, ça aurait été Système D, pas Système D, ça aurait été Zico, etc. Et donc, écoute, ouais. Vous vous en souvenez? Parce que là tu m'as appris tout à l'heure en off que... En fait, je crois mon souvenir que vous étiez plusieurs groupes parce que il me semblait que vous vous connaissiez. Je vous regardais, je disais, mais ils doivent se connaître, ces mecs-là. Hein, parce que ma parole, ils parlent trop bien ensemble, tu vois. Ben, en fait, on arrivait en mode... On arrivait en 12. Enfin, on était nombreux, mais en fait, la brigade, au départ, on avait chacune nos entités, tu vois. Et donc, Fredo et moi, on avait notre groupe. John Dedo, il était avec Doka, Système D. Zico, il était en solo, en fait. Et quand alors, je ne sais plus qui nous a branché sur cette histoire. C'était Daddy Lortie. C'est Daddy Lortie. Ouais, qui nous avait invités à connecter sur un concert. Là. Et Zico, il a dit, vas-y, on va y aller en entité. Comme ça, on a plus de chances de gagner, forcément, tu vois. Et donc, je ne sais pas combien. Peut-être s'il y avait 10 groupes, nous, on était 5. Donc, franchement, la probabilité de gagner. D'ailleurs, j'ai revu le mec qui a organisé ça. Il m'a dit, vous m'avez bien escroqué à l'époque. En fait, vous étiez plusieurs groupes, je ne savais pas et tout. Donc, il en rigolait avec moi. Mais mais je me souviens très bien de ce concert. En fait, il y a des mecs qui ont fait comme vous après. Parce que les mecs comme la section d'assaut ou 1995, il me semble que dans des concours, ils ont fait la même chose, sans le savoir, sans savoir que vous l'aviez. Je pense que c'est une technique que plein de gens faisaient à l'époque. Tu vois. Ouais, mais nous aussi, on a fait ça. À la base, la brigade, c'était plusieurs entités, comme il a dit. Et que je ne sais pas quand est-ce qu'à un moment donné, on s'est dit, mais les gars, ok, on est une entité, tout ça, mais viens, on fait un groupe, un vrai groupe, quoi. On enlève les identités. C'était dur à l'époque parce que quand même, Loïc et moi, Kafir et moi, on avait un parcours de plusieurs années. Système D, ils avaient un parcours aussi de leur côté de plusieurs années. Et là, on nous demandait d'effacer notre passé pour créer un groupe unique de 12 personnes. Enfin, 12 personnes. Ok, donc déjà à la base, ce qui est bien, c'est que nous on se connaissait déjà, hein. Les Drop Delirics et Système D, parce qu'avec à l'époque d'Armasque, donc de Vitry, je crois, Ivry-sur-Seine, Vitry, il y avait les concerts de Cherriou, tout ça, je me rappelle, nous on se côtoyait déjà, il y avait déjà des tremplins, on se connaissait, vous étiez avec Daddy Mori à l'époque et tout, et par la suite, c'est vrai que avec Zico, la rencontre avec Zico, ça a été la fédération qui a fait en sorte que ces entités, entre guillemets, parce que un connaissait l'autre, il connaissait l'autre. Je crois que tu étais aux États-Unis. Tu n'étais pas là à cette époque-là. Et ce qui a fait en sorte que c'est vraiment Zico qui a été le ciment, mais pas que. Parce qu'il y a Zico qui a été le ciment. Mais quant à l'intitulé du nom La Brigade, là, c'est encore une autre histoire, mais je vais rester ça. Je vais garder ça dans quelques instants parce qu'il y a un autre personnage qu'on vient de citer et qui est là, qui a son importance. Oui, on va en venir à toi, Zico. Petite parenthèse, tu as vu, tradition grignoise de l'époque oblige, l'événement partit en couille à la fin. Des mecs d'ailleurs étant présents, il a fallu bien sûr qu'ils partent avec de beaux souvenirs de Grigny. Du haut de nos petits âges avec mes frères, nous vîmes un de nos grands dont je tairais le nom brandir un sabre, tel un samouraï. Nous vîmes ensuite un frère noir en baggy se faire piétiner à coups de Timberland bien dur par une dizaine de mes grands de Grigny dont je tairais le nom. Nous vîmes ensuite ce même frère se démener, tant bien que mal arriver à se relever en se faisant arracher, déchirer son pull et courir vers la gare de Grigny. Centre poursuivi par certains de mes grands assoiffés de sang, dont je tairai le nom aussi. Ironie du sort, presque 5 ans après, en 2000, avec mon équipe, le CDR, nous participâmes à la marche de commémoration de l'esclavage sur Paris et nous croisâmes ce malheureux frère en question qui nous demanda d'où nous venions lorsque nous lui dîmes Grigny. Il nous raconta avec amertume cette histoire que je viens de vous conter. Nous fûmes gênés et désolés pour lui, même des années après. Je ferme la parenthèse. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment très mouvementé? Je m'en souviens très très bien. Malheureusement, je m'en souviens très bien. Aussi. Parce que le mec, il était devant moi. Enfin, le mec, il a pris il s'est fait comment on dit, un objet contendant.
pour rester dans le thème. Et il était devant moi. Et c'est vrai que toi, tu viens faire un concours de rap et tout. Tu viens rapper. Tu vois un mec comme ça, il se fait planter devant toi. C'est pas... En plus, nous, la brigade, on n'est pas dans ces ambiances-là, tu vois. Vous venez dire aux frères, ouais, restez tranquille, la paix et tout ça. Et le mec, il se fait planter devant nous. C'était un délire, tu vois. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que tout au long de l'émission, on va se rendre compte que vous étiez à des moments... Comment dire, des moments très mouvementés, tu vois. Ouais. Nous, dans notre secteur, dans 91, tu vois. Et un beau jour de 97, nous entendîmes sur les ondes de Génération un morceau, The Morceau, 16 rimes, featuring le duo légendaire Lunatic. Ce morceau, parce que nous, quand on l'a écouté, moi, je vous parle vraiment de nos souvenirs de l'époque, tu vois. Nous, on vous a vu avec le featuring avec Lunatic. Par exemple, on se souvient de ton couplet, on se souvient du tien. On se souvient même des couplets des mecs qui étaient là. Cette rencontre avec ce duo-là, Lunatic. Parce que pour beaucoup, Lunatic, ça reste le duo du rap français, le plus légendaire. Vous, quel souvenir vous avez de ça? Zico, dis-nous, parce que toi, tu as fait partie de Time Bomb aussi. Moi, j'ai rencontré Booba et Ali par l'intermédiaire de Géraldo, qui voulait qu'à l'époque, je les produise. Mais je ne pouvais pas parce que j'avais déjà la brigade, l'escadre et tout ça. J'avais trop de... Et ils étaient venus dans la chambre enregistrer des morceaux quand on s'amusait quoi, à l'époque. Et je crois que Loïc était passé, non? On enregistrait tout dans ta chambre. Hein. Ouais, donc on enregistrait tout dans ma chambre. Donc ouais, Loïc est passé, il a eu une idée. Et je pense que j'avais fait un son avec un sample de Miles Davis, 16 rimes. Et tu m'as dit, ouais, celui-là, il serait bien. Tiens, invite... C'est même toi qui as eu l'idée d'inviter les Lunatiques, je me rappelle. Si je me rappelle bien. Et on a créé ce morceau tout simplement, quoi. Juste par feeling. On s'entendait bien avec les Lunatiques, moi principalement. Donc il passe à la maison, Ali, Diable Rouge, tout ça, il passe à la maison. Donc ça a été simple, quoi. C'était pas difficile comme maintenant. Non, c'était simple. C'est simple et efficace. Parce que là, Zico... en fait, il dit que c'est simple. Tous les bougs, ils sont dans sa chambre, en vérité. Donc, tu vois, le mec, il se lève, il mange, il ding-dong, il sonne, il y a Lunatic qui arrive, il y a X-Men. C'est un délire quand même, tu vois. Parce que là c'était vous-même, vous étiez des super-héros pour nous. Mais là, vous étiez en compagnie d'autres super-héros. Vous étiez des Avengers dans une chambre. Alors, après, c'est des hasards de... Nous, moi en tout cas, je me voyais pas comme un super-héros. Je me voyais comme un mec qui va chez Zico, parce que Zico, il produit. Zico, c'est une énergie, c'est une dynamique. Il a une vision du son, il a une vision même commerciale du rap. Et donc, tu as un super producteur, un mec qui est de spi, tu squattes, tu vois. Et puis, il s'avère que quand toi, tu viens mardi, lundi, il y a Lunatic qui est passé. Jeudi, il y a X-Men qui va passer. Vendredi, il y a System D, etc. Ça crée une énergie. Et puis tout ça, il a mis ça sur la cassette, la mixtape, c'est de la balle. Et quand tu écoutes c'est de la balle, tu dis, ah ouais. Tu vois, tu dis, c'est un level. Le game, il change, là, tu vois. Mais moi, quand j'entends les morceaux Zico, je dis, ouais, vas-y, je vais prendre cet instru-là, je vais rapper et tout. Je viens avec mon texte. Il me fait écouter les trucs un peu avant. Je dis, attends, Zico, j'ai mal au ventre, je vais rentrer. Je reviens demain. Je dis, ah, frère, je suis obligé de comme on dit, get your shit together. Tu vas te rassembler pour dire, ben non, frérot, il y a un truc, il faut que tu t'appliques, tu vois. Et tout ça, c'est dans la chambre de Zico. Mais tu sais, vous étiez en compagnie pour de nombreux spécialistes. Time Bomb, c'est la meilleure école de rap français, même, ça se trouve même de tous les temps. Après, ça, c'est mon avis, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Et vous étiez en compagnie d'eux. Non. Alors, nous, il y a un truc qu'il faut préciser, c'est que nous, on était en compagnie d'eux, mais Zico, c'est un membre de Time Bomb. Ouais, c'est exactement. Zico, c'est un membre à part entière de Time Bomb. Donc nous, oui, moi, j'étais en compagnie d'eux, mais Zico, il est dans Time Bomb, en vrai. Donc, en fait, pour lui, tu vois, nous, on profite un peu de cette proximité. Puis après, il y a des proximités géographiques avec le studio Black Door et tout, mais Zico, il est dans Time Bomb. Donc, tu vois, ça rend les choses plus faciles, quoi. Donc, Zico, toi, t'es The RZA. C'est ça? Pas vraiment. On l'appelait un peu raisin. Attends, on l'appelait le raisin. Et vous, on l'appelait la braguette. Le raisin. Mais juste une petite anecdote par rapport, je reviens sur 16 rimes. Ouais. Je me rappelle, donc on avait décidé de mettre Lunatic, d'inviter Lunatic sur le morceau. Et moi, je me charge d'appeler Booba. J'appelle Booba et je lui dis, parce qu'au départ, c'était Booba. Et parce que Booba, voilà.
Et donc, j'appelle Booba et je lui dis ouais, ce serait bien que tu viennes sur ce morceau et tout. Il m'a dit écoute, il n'y a pas de problème, sauf qu'il faut que Ali soit là aussi. Ali, là, il est au Maroc, je crois, où il était à l'étranger. Il a dit quand il revient, je fais le featuring avec lui, mais pas tout seul. Et donc, c'est pour ça qu'on a aussi Ali sur donc le Lunatic sur 16 rimes. Mais au départ, c'était Booba qui devait être invité. Et au final, on s'est retrouvé avec Lunatic, donc 2 fois plus de force, quoi. Parce que, vous l'avez déjà dit dans d'autres émissions, à la base, vous étiez peut-être moins dans l'ego trip, mais plus, comment dire, dans d'autres styles de lyrics, un peu plus conscients, on va dire, tu vois. Et du coup, vous avez été étonné du fait que... Parce que quand on vous a entendu sur ce son-là, vous avez en mode ego trip. Il y a trop de MC entre le premier Maxi, il pensait qu'on blaguait. Voilà, il n'y a pas que le meuf qui vient nous draguer. Tu vois. Et nous, on est là, on est en mode... Après, on entend Lunatic. Et Lunatic en mode conscient. Conscient. Ouais. Mais le couplet qu'ils ont lâché, là... Et je crois que c'est le meilleur passe-passe du rap français. Moi, j'ai jamais entendu... Et c'est chaud ce qu'ils ont lâché. Hein. Ils ont buté. Mais nous-mêmes, on était en choc quand on a écouté ça. Vous avez vu ça en direct, des mecs comme ça en train de rapper des trucs. Mais moi, je regrette parce que j'étais pas là quand j'étais au studio. J'ai posé ma partie, puis après, je suis parti. J'étais pas là quand ils ont posé. Mais apparemment, Booba, il a posé, paf, taf, taf. Il y avait, chaque fois, je sais que lui, Lino, c'est déjà des gars, ils posent one shot. Ah, c'est les deux mecs. Alors après, j'en ai peut-être vu. Non, c'est vraiment les deux mecs, Lino et Booba, que je vais poser one shot. Ouais. C'est-à-dire, il vient devant le micro. Booba, je me souviens à l'époque, il vient, il perd un texte pour faire les voix, donc un autre texte. Donc déjà, le texte qu'il paiera, tu pètes un plomb, tu dis, oh, lourd. Et puis après, OK, on y va. Et là, OK. Et puis, hop, il a rappé, il a fini, hop, c'est fini. Il y a pas de... Une prise. Lino, pareil, dans Apocalypse Demain, tac, tac, il vient, il passe au micro, one shot, il écoute, ouais, c'est bon, je double. Bim, il a fini avec toi. Et la première fois que j'ai vu faire un one shot, c'était dans une compile à l'époque où Sek et Mars m'avaient invité. Et tout le monde est là, on écrit et tout. Même à Black Bear, on nous a fait le même coup. Tout le monde est là, écrit. Tout le monde est en effervescence. Ça sent les mesures. Et je les vois, les deux, Ali et Lunatic, qui sortent. Ils se mettent sur le côté. Ils sortent dehors. Ils reviennent. Booba et Missy Girls. Ils vont au micro. Oh, Ali, c'est fini. C'est fini. Donc c'est pour ça que Booba est rappé. Parce que nous, quand on écoutait Booba, on se disait qu'il rappelait les dents serrées, là, tu vois. Non, il mettait ses grilles. D'accord, ok, je comprends maintenant. Il balançait le truc, quoi. Ok. Et voilà. Et à partir de ce titre avec mon crew, le CDR, nous nous intéressâmes de plus près au groupe La Brigade. Nous nous rendîmes compte que vous étiez un bon petit nombre. Lorsque nous allions à Châtelet choper des baguilles avec notre gars Serge Lex vers Urban Music avec Clovis. Il me semble qu'il s'appelait comme ça, Clovis. Ouais. Nous vous vîmes déployer dans tout Place Carrée. Enfin, nous apercevâmes votre corps d'élite qui semblait discipliné, organisé, tous vêtus avec des mêmes codes couleurs. Il me semblait que vous faisiez des dépôts-ventes de vinyles, vos vinyles, en tout cas noirs et blancs, en tout cas, à Urban Music notamment, me semble-t-il. Distrib de stickers au peuple hip-hop, il me semble. On entendait des blazes qui semblaient correspondre à des fonctions. Tu sais, comme tout à l'heure, on les citait, là. Le Black Calorea, l'agent double. L'agent spécial, l'éclaireur, Zico, l'éclaireur. Vraiment une dédicace à Pascal Obolo, des Ladies Night, parce que c'est elle qui a eu l'idée... Parce qu'au départ, avant, il y avait Drop the Lyrics, tout ça. Tu vois. Et Pascal, elle a dit, mais pourquoi vous n'ayez pas des fonctions les uns les autres précises? Et c'est Pascal, cette fille, qui nous a, des Ladies Night, qui nous a conseillé d'avoir des... Qui nous a conseillé d'avoir des blazes... précis pour d'avoir un concept. Ouais, un concept. Parce que nous c'était comme ça dans les maisons de disques. Ils avaient besoin de concepts à l'époque. C'est pas tant les maisons de disques, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des personnes qui nous ont conseillé à certains moments, parce que tu vois, toi, tu es dans ton groupe, déjà, tu as la tête dans le guidon, tu es jeune, il y a des choses que tu ne perçois pas. Il y a des gens qui ont une expérience, qui ont une vision, qui ont une expertise parfois, et on te dit, ouais, mais ce serait bien que vous ayez un concept. Et c'est vrai qu'à l'époque, moi, je faisais partie de dire, mais
concept de quoi? On est la brigade, ça suffit. Et maintenant, on s'en rend compte quelques années après que quand tu vois qu'on peut dire l'agent double, l'agent spécial, l'agent X, l'agent du paranormal, etc., on se rend compte que ça a pesé parce que on a été au bout de notre délire. La brigade, alors dans la façon d'être, on y était parce qu'il y avait un règlement, on ne buvait pas, on ne fumait pas, etc. On était vraiment disciplinés en mode Black Turspan, tu vois, il y avait une petite analogie avec les Black Panthers. Mais musicalement, il fallait qu'on aille encore plus loin. Et c'est vrai que cette notion de concept et d'aller au bout du truc des agents, ça a rendu plus clair la vision du groupe pour les gens, quoi. Je sais que M. John, qui est là, moi j'ai des souvenirs de... Nous, on avait l'impression que tu étais là dans ta manière de rapper, de l'esprit de la pénombre, tout ça, là, tu vois. Et ça faisait le mec qui lançait l'attaque. Et Léonidas, le mot qui lance l'attaque, tu vois. Et je te compare, voilà, nous, tu nous as marqués, comme vous tous ici. L'agent spécial. Après, en fait, ce qui est bien dans la définition de nos agents, le théoricien, tout ça, c'est que je trouve que ça a personnifié l'identité de chaque membre de la brigade au travers d'un ensemble, en fait. Tu vois, et ça, je pense que ça a été un tournant majeur pour nous et très important, parce que quand on parle de l'éclaireur, tu vois, c'est lui qui éclaire, il y a vraiment, il y a rien, mais c'est le premier qui va, et c'est très significatif de la fonction que Zico avait à l'époque, de par son côté artistique, producteur, etc., sa vision de la musique, sa création, son esprit créatif. Ça lui correspondait complètement, tu vois. Et si tu prends chaque membre de la brigade, quand tu prends l'expert, tu comprends tout de suite que Defray, ça correspond, pour nous, ça correspond clairement à l'état d'esprit de la personne, tu vois. Et c'est ça, le pacificateur, pareil. Tu vois, c'est... Même moi, quand j'y pense, je vais pas pleurer, hein, t'inquiète. Hein. Mais vraiment, pour que vraiment les gens comprennent, c'est pas anodin. Ça personnifie vraiment l'identité de chaque membre du groupe. Et ça, c'est très important. Il n'y a pas eu d'invention, en fait, tu vois. On aurait pu rentrer, tu vois, quand tu prends Wu-Tang, il y a Lou Diamonds, tu vois, Johnny Blaze, ils ont pris des trucs comme ça, mais c'est des références. Alors que nous, il n'y a pas eu d'invention. Chacun a pris un nom qui lui correspondait. Ouais, ça personnifie. Donc, il n'y a pas de... Tu vois, il y a pas de... Tu vois, moi, je n'ai pas fait genre, je suis la torche, quoi. On va se dire, ouais, OK, c'est cool. C'est une référence, mais ça n'a rien à voir avec ma personne. Alors que là, tu vois, le nom des agents, l'agent crypteur, tu vois, l'agent du paranormal, ça, c'est des... Et quand tu connais les individus, tu dis, ouais, ça colle de fou. Et ça, c'est vrai que c'est bien, quoi. C'est joli. Et puis, ça permet aussi aux gens de plus nous capter. Et nous, ça nous renforce, ça nous conforte dans notre personnalité et dans ce que tu dois donner au sein de la brigade, tu vois. De notre Grigny lointain, on entendait parler d'un certain Zico, qui faisait aussi partie de Time Bomb. Je le dis et je le répète, au risque de déplaire, la meilleure école de rap français de tous les temps, qui vous a, me semble-t-il, réunis. Mais ma question est la suivante. Qui est le Reza de la brigade? Qui est le Cortex dans Minus et Cortex de la brigade? Est-ce que c'est lui? Oui, c'est clairement. Et ce monsieur-là. Il n'y a même pas photo. Il faut regarder César, ce qui appartient à César. C'est Zico, l'éclaireur. Et c'est quoi L'éclaireur, c'est celui... moi, à l'époque, comme je sortais beaucoup, j'allais dans différents concerts et puis je côtoyais les mecs de Paris, que ça soit du côté de MC Solar ou toute cette vague-là, je les connaissais un peu. Et moi, j'allais en soirée. Mes gars, ils bougeaient pas beaucoup. John, il faisait ses affaires, chacun. J'allais en soirée, je regardais comment ils bougeaient, les gens, comment ils faisaient des trucs, comment ils faisaient leur scène, tout ça. Et puis je rentrais, j'allais le dimanche en réunion, je disais, ouais, lui fait ça, nous on devrait faire ça. Ouais, les gars, n'oubliez pas que là, à ce moment-là, l'autre il va sauter, il faut trouver un... Donc voilà, quoi, je faisais mon rôle d'éclaireur. Puis il avait une vision surtout. Et puis il faisait du son. Parce qu'en fait, la base du truc, c'est que tu peux rapper toute ta vie, mais si tu n'as pas de prod, tu ne vas pas aller loin, en vrai, tu vois. Et puis, il faut une vision, et puis il faut un côté fédérateur. Parce qu'il faut que tu t'entendes avec tout le monde. Il faut que... Moi, si je vais chez lui, il faut que je m'entende avec lui. Même si c'est le meilleur producteur du monde, si je ne l'aime pas ou si je n'aime pas sa vibe, etc., tu vois. Et lui, il a vraiment fédéré tout le monde. Quand je te dis, tu as tout Time Bomb chez lui, dans sa chambre, c'est... A posteriori, tu dis, c'est un truc, tu vois. Et puis, fournir du son pour tous ces gens-là,
du son efficace et de le faire. Parce que moi, quand je rentre chez moi, j'écris mon texte, mais Zico, lui, il écrit son texte et il fait la prod. Et en même temps, il cherche un moyen de faire une tape, de trucs. Et il enregistre chez lui. Il enregistre chez lui. Magnéto à bande et tout. Il mixe et tout. Donc, tu vois, c'est une vraie énergie en sachant que à l'époque, tu ne sais pas où tu vas, en fait. Tu investis dans un truc, tu ne sais pas où tu vas. C'est juste la passion et tu crois en ce que tu fais. Mais rien n'est garanti. Combien de rappeurs sont restés là, ils ont mis tout leur bif dans le matériel, dans le truc, rappé d'eux, ils n'ont rien fait. Donc, c'est le Resurrector. Zico, ta chambre, elle était comment? Elle était grande comme ça, là? Ouais. C'est comment? Tu me dis, il y avait Time Bomb, il y avait la brigade. Alors, il avait un lit superposé, je poucave tout, moi. Il avait un lit superposé, sa chambre, elle faisait 9 mètres carrés, je poucave. Pas 9 mètres carrés. Okay. Lit superposé, et on est tous collés serrés, là, comme ça. Okay. S950, Magnéto à bande. Et sachant qu'il y a sa daronne et sa sœur qui subissent les boum boum bap boum toute la journée. Elle voit arriver des Renois de tous les côtés. Ça sonne à n'importe quelle heure. J'étais quinri, je viens avec des grises. Bonjour madame. Tu vois, c'est un truc quand même, tu vois. Et ouais, non, c'est une époque. Et nous, à l'époque, tu peux pas savoir ce que tu es en train de faire. Tu fais simplement, tu vis au présent. Mais ouais, s'il n'y avait pas Zico, s'il n'y a pas Zico, il n'y a pas la brigade. Ça, c'est indéniable. Et toi, Time Bomb, c'est quoi? Tu es à l'origine de Time Bomb avec Mars et que c'est Non, moi, j'ai eu la chance, c'était encore une fois Géraldo, qui m'a invité un soir au Crystal Palace, un studio d'enregistrement. Il me dit que il y a son cousin qui enregistre une compile. Donc moi j'y vais insouciamment, tu vois. Et je vois tout Time Bomb, Diable Rouge, Lioness, X-Men, tout ça. Et il s'avère qu'il manque un morceau à Time Bomb. Les différents types sont pas venus. Le groupe a manuqué. Donc Géraldo parle à Sek et Mars et il m'appelle, il me dit allez au micro. Et là moi aussi je fais comme elle lunatique, je fais un one shot. Ça leur a plu. Ils ont fait écouter ça à EJM. EJM, il a validé et puis c'était parti. Je faisais partie de Time Bomb. Ok. Voilà. EJM. EJM. Ok. Dangereux. Élément dangereux. Ouais, EJM. Et comment tu as géré Time Bomb, la brigade? Dans ta chambre en plus, tu vois? Dans ma chambre. Bon, c'est simple. Hein. La brigade, c'était facile parce qu'on avait des réunions, des répètes. Chacun avait un rôle. Je crois que John s'occupait des concerts, tout ça. Non, mais à l'époque, j'étais le médiateur. Le médiateur des... C'est-à-dire que quand on avait une habitude, hein, c'était que tous les dimanches imposés, je te reprends, tous les dimanches imposés, on avait une réunion systématique, la brigade. Je poucave ou pas? Non, ça va faire de la pub ou ça... Non, dans un truc de poulet. Dans un fast-food à Château-Rouge. Voilà. À côté du métro. On aimait bien le poulet. Ouais. Donc, il suffisait de monter au premier étage tous les dimanches à une certaine heure, tu trouvais toute la brigade. 15 heures. Et donc, c'est vrai que j'avais pris pour habitude de noter, en fait, de tenir le cahier, de noter tout l'ordre du jour, de donner l'ordre du jour. Et puis, comme on était nombreux, on devait tous s'écouter. Donc, je notifiais quelqu'un la main. Je dis, OK, toi, tu prends la parole après telle personne. Et ça faisait que ça structurait, en fait, le truc. Donc, ça fait qu'on ne se marchait pas dessus, on ne se coupait pas la parole. Et que quand un avait fini, on savait qui devait prendre la parole. On avait des sujets très structurés qu'on devait aborder. Et sorti de ça, on avait après des plans pour la semaine. On se retrouvait la semaine d'après, qui a fait quoi, etc. Et on votait aussi. Et on marchait par système de vote. Donc ça, c'est pour la partie du dimanche. Mais vas-y, Zico. Ouais, c'est la partie du dimanche. Et donc, non, c'était facile. Il y avait... Et puis, pour Time Bomb, il y avait Sek et Mars qui géraient, quoi. Donc moi, j'avais juste à mettre mes chaussons et puis Tranquille. Tranquille, je voyais les X-Men, je voyais les Lunatiques, je voyais Oxmo, je voyais Pete Bacardi, Diable Rouge. Je voyais tout le monde, quoi. J'étais arrivé dans la famille, tranquille. En plus, je connaissais déjà Diable Rouge, un peu Pete, grâce à X-Men, tout ça. Et puis on s'est bien entendu. Et puis, je pense qu'ils leur ont demandé si Zico pouvait faire partie. Je pense qu'ils ont dit oui, quoi. Donc voilà. Et tous vêtus de la même manière, nous vous comparâmes au Black Panther. On avait l'impression que vous étiez tous régis par un même code d'honneur. Avec Méga du CDR, DSNU du 109.1 à Grigny, nous nous sommes inspirés de vous sans savoir que vous aviez établi un code d'honneur comme nous.
tu ne fumeras point, tu ne boiras point, tu resteras intègre, etc. Presque à l'image des tables de la loi de Moïse, comme le CDR, vous aviez un code d'honneur écrit qu'il fallait tous signer. J'ai l'impression. Me trompais-je? Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et moi, c'est ce qui me choque parce que moi, je reviens des States et Fredo, il m'appelle, il me dit ouais, il y a un truc qui se passe et tout. Quand tu reviens, tu verras et tout. Et moi, je suis aux States, pareil, j'ai plein d'énergie, tu vois, c'est un délire. Et quand je reviens à la première réunion, je vois ça lève là. Enfin, à l'époque, c'est un truc de fou parce que tu vois, c'est des Renois du Hood de différents départements et en réunion, c'est super carré, super respectueux. Il n'y a pas de bordel. C'est alors à toi de parler. À toi de parler, tac, lève la main, tac. Et moi, quand je reviens, je suis comme un fou quand je vois tout ça. Je me dis, ah ouais, c'est un vrai game, quoi. Même, donc, des fois, ça me fait gueuler parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, quand on vous voyait, on était impressionnés. Mais moi aussi, j'étais impressionné. Quand j'ai vu la brigade la première fois, j'étais impressionné pareil parce que c'était pas commun, quoi. Fredo, tu... Ouais, ben moi, en fait, pour aussi la petite histoire, j'avais à l'époque une copine qui avait un groupe avec Zico. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Just Cool. Just Cool, ouais. Et donc, moi, comme je rappais, tout ça, elle m'a dit, bah viens. Puis j'ai rencontré Zico. Et puis, ça a matché direct. Il a kiffé comment je rappais à l'époque et tout. Et puis après, la brigade s'est créée. Et il m'a dit, bah si tu veux, on est en train de créer un truc avec plusieurs rappeurs. Donc, viens. Moi, je suis un gars fidèle, donc j'ai toujours rappé avec Kafir, donc je dis OK. Simplement, il y a mon gars, il est au States, ça fait 3 mois, il reste pendant 3 mois au States, mais quand il revient, il faut qu'il soit avec moi, quoi. Je ne veux pas y aller tout seul. Il m'a dit OK, et puis c'est là que Loïc est arrivé, et puis je lui dis, moi, quand j'ai assisté aux premières réunions, Loïc n'était pas là. Kafir, excuse-moi, parce que, voilà. Et je vois le truc, je dis putain, c'est qui tous ces Renois là? Ils se lèvent la main, ça rappe de dingue, ça va chez Zico, il y a des magnétos, il y a des trucs à mixer. Parce que nous, Loïc et moi, on rappait, mais dans notre chambre, quoi. On avait juste un gars qui faisait du son, mais c'était pas plus poussé que ça. Et quand j'arrive chez Zico, je vois du matos, je vois des gars qui viennent, des va-et-vient et tout. Et j'étais impressionné. Donc quand j'ai appelé Loïc, je lui ai dit, hey, gars, non, là, je sens qu'il y a un truc, voilà. Et effectivement, après, quand il est arrivé, il est revenu des States, on a intégré la brigade, et puis, encore en entité, Drop the Lyrics. Et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. Jadis, en 99, avec mon crew, le CDR, pour Clan de Renoir, nous avions créé notre association CDR pour Communauté Découverte Racine. Nous débattions en plein milieu de Grigny, dans notre QG, le Rond d'Ellipse, autour de thématiques telles que pourquoi certains Antillais ne se sentent-ils pas africains, ou encore pourquoi ce racisme entre certains Noirs et certains Maghrébins dans nos quartiers. Et certains Maghrébins et même certains Renois nous trouvaient racistes et nous surnommaient Black Panthers, car ils prétendaient que les Black Panthers étaient des racistes. Aujourd'hui, nous savons presque tous, notamment à travers de beaux documentaires tels que Alger, Terre des révolutionnaires, que le gouvernement algérien d'une certaine époque a formé et financé des révolutionnaires tels que le Che Guevara, Lumumba et même Nelson Mandela, qui fit d'ailleurs 27 ans de prison. Il les a accueillis d'ailleurs. Voilà, exactement. Beaucoup qui ont été... C'est ça, à son retour d'Algérie. Ce même gouvernement algérien de l'époque a même abrité et protégé quelques membres des Black Panthers lorsque leur situation aux USA devint insoutenable. Est-ce que s'inspirer des Black Panthers ne vous a pas fermé des portes ? Et est-ce que ce n'était pas un risque aussi de revendiquer même implicitement sa négritude, la cause noire, alors que la plupart des rappeurs et groupes de l'époque n'avaient pas ce discours, mais plutôt un discours banlieusard? Moi, déjà, je voulais revenir à un truc. Tu avais dit, ouais, moi et mon équipe, on avait monté un règlement. Moi, ce règlement, je l'avais sorti du Coran. Ah, tu vois, quand on disait pas insulter son brigadier, pas mal parler, pas fumer, pas boire, tout ça. On l'avait sorti, moi je l'avais sorti du Coran. Ouais. C'est là où j'avais trouvé les règlements. Et pour revenir à ta question, si ça nous a fermé des portes de revendiquer notre négritude, surtout en maison de disques. Parce que moi je faisais les maisons de disques avec Thierry Legrand. Et pour revenir... Thierry Legros de Black Door. Ouais, de Black Door, ouais. Et ça nous a fermé beaucoup de portes, mais individuellement, ça nous en a ouvert. Parce que quand on a fait la carte de visite qui était le groupe Le Maxi Noir et Blanc,
il y avait des maisons de disques qui étaient intéressées par les entités. Mais sinon, revendiquer sa couleur noire, si, ça nous a posé beaucoup de... Parce que, en fait, vous ne le disiez pas. Parce que vous ne le disiez pas clairement. Ouais. Mais on le sentait, on le savait tous. Que vous étiez. C'est un peu le but. Il y avait des lyrics. Il n'y a pas d'avenir pour un Black Pro. Il fallait être initié pour capter que vous étiez en mode. Même si ça se voyait. Tu vois. Non, après, il y a des membres. Comme on disait tout à l'heure, il y a plusieurs membres, il y a autant d'individualité et de caractère et de. Quand tu écoutes les paroles aussi du pacificateur Doka, déjà, je pense que c'était peut-être le plus explicite d'entre nous, où lui, de toute façon, ses textes, ça tournait, enfin, c'était vraiment cramé que c'était Black Pro, pardon. Et non, moi, je pense que non, c'était quand même cramé qu'on revendiquait notre couleur de peau. C'était cramé, mais vous étiez quand même assez subtil. Vous n'étiez pas quand même si rentre dedans que ça, parce que... Non, parce que c'était pas le but. Je peux me permettre. Déjà, c'était pas le but, mais moi, de mon point de vue, ce qu'on représentait de manière physique, déjà, quand tu vois arriver 12 Renois, déjà, si tu n'as pas compris quelque chose, c'est que tu n'as pas voulu comprendre ou tu n'as pas voulu voir. Déjà, à mon avis. Parce que ne serait-ce que, je fais une digression, mais quand tu quittes la région parisienne, parce qu'on dit Paris, tu vois, il y a beaucoup... En Paris, il y a une... Voilà, c'est un bouillon de culture. Mais quand tu quittes la région parisienne et que tu vas faire un concert à Pau, et tu montes avec des chaînes, avec une bonne sonore qui dit « Faites monter tous ces négros sur le pont », et que tu entends « Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ?» Bah forcément, tu vois, tu mets ton identité. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, c'est un choix. Je pense que c'est un choix qui a été par la suite... intégré par le groupe dès le départ. On sait très bien dans la direction, le sillon qu'on allait prendre, qui n'avait pas encore été pris par un groupe d'une formation aussi nombreuse. Mais moi, je le sais, on le sait tous. Ça a mal été perçu par beaucoup. Et je dirais même que ça a même dérangé même des gens de notre communauté. D'une certaine manière, je ne sais pas, comme si c'est... Pas dans un sens négatif, mais dans un sens, ouais, ils osent, ils sont chauds. Ils vont peut-être remuer des trucs que nous, limite, si on peut ne pas les remuer ou si on peut contourner, bah, on va faire avec, tu vois. Mais le fait qu'il y ait un groupe comme nous qui viennent et qui mettent les pieds dans le plat d'une certaine manière et qui vont dans ce sillon et qui sont tous, qu'on a affirmé, je te dis, moi, je me rappelle des gens qui disaient, ouais, les gars, vous êtes trop nombreux, ouais, mais les gars, vous êtes trop black, ouais, mais les gars, vous êtes trop ceci, vous êtes trop cela. Combien de fois on s'est mangé des trucs comme ça par des gens qui étaient de notre communauté ou pas de notre communauté, qui nous faisaient comprendre, mais les gars, là, ça va pas être possible. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher, votre truc. Concert de Nice, les gars, je peux pas, vous êtes trop nombreux, il n'y a plus de place. Enfin, on y viendra peut-être après, mais c'était toujours trop de toute façon. C'était trop nombreux, trop noir, trop ceci, trop cela. Donc, il a fallu qu'on puise en nous au niveau caractériel, individuel, concept, vision, profondeur de vision, croyance, etc. pour dire que on monte, on descend, on est la brigade, on va y aller. Parce que ça nous a forgé. C'est pour ça que je vous ai dit que nous, on s'est inspiré de vous, sans savoir que vous avez fait un code d'honneur avec mes gars, là, le CDR, et on avait rencontré ce même problème. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que lorsque tu revendiques pour ta cause ou ta communauté, à l'époque, tu passais pour un raciste. Or que tu as eu d'autres, ils le faisaient naturellement, c'était instinctif. Par exemple, moi je connais plein de frères maghrébins, ils ont même pas besoin de dire qu'ils sont pro-maghrébins. C'est de fait. On travaille ensemble, on parle la même langue, on est cool. Enfin voilà, les choses se font de manière spontanée. Mais je me souviens d'une époque où c'était compliqué. Et vous, moi je sais que la manière dont on vous percevait, c'est qu'on savait, mais dans les textes, on entendait des fois. Par exemple, Fredo, toi, tu dis à des moments donnés, je vois qu'on donne aux frères des tafs relous, ouvre les yeux avant d'être vieux, agent de sécu, babysitter, McDo, il n'y a pas d'avenir pour un Black Pro. Mais t'as vu, ça, il fallait un Black Pro, fallait être initié dans le langage, dans les éléments de langage. C'était pour éviter de dire pro-black. Voilà, exactement. Tu vois, Black Pro et pro-black, c'est pas perçu de la même manière au niveau de l'oreille. Mais t'as quand même Fredo qui dit dans 16 rimes, le morceau peut-être l'un des morceaux les plus écoutés de
comment ça s'appelle, de la brigade qui dit anti-béquet. Ah ouais, anti-béquet. Oui. Et puis il parle de Soweto. Ça veut dire que, frère, là, tu as deux analogies qui sont... Enfin, après, il y avait quand même du style. Moi, je parle pour moi, j'ai jamais eu l'impression, ni moi, ni autour de moi, qu'on se soit censuré dans ce qu'on disait. Ça a toujours été en accord avec comment on veut le dire, ce qu'on veut dire. Et on n'a jamais... Moi, j'ai jamais entendu un mec me dire « Caf, tu peux pas dire ça, c'est trop ». Ou moi, j'ai jamais dit à Fredo, je peux pas dire ça, c'est trop. La même à John Daido, etc. Et par contre, être dans la cause de noir, c'est pas dire noir. Tu sais, il y a un son sur Internet, le mec se fait black, 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 black. C'est pas ça. Faut que tu développes, faut que tu fasses tout le truc. Et je pense que c'est ça qui a plu parce que après, quand la brigade elle arrive avec le testament, effectivement, on va dans des villes où en face de nous, il y a pas beaucoup de Renois, mais les gens, ils sentent la musique. Parce que le message du fond, quand tu es un opprimé ou quand tu fais partie d'une minorité, c'est pareil. Tu vois, c'est pareil que, je sais pas, tu es un noir dans une ville où il y a pas où tu es le seul, et ben tu vas prendre, tu es une femme dans une société où il y a que des hommes, tu es une minorité, enfin tu vois, après ça tu peux le transposer à plein de situations différentes. Et moi même jusqu'à présent, je reçois des messages de gens qui soient blancs, qui soient trucs qui me disent mais heureusement que vous étiez là, vous m'avez donné de la patate parce que moi, etc. Et je pense que c'est ce qui a plu, c'est qu'en fait les gens ils ont perçu que c'était pas un message pour ostraciser les autres, c'était pas un message pour exclure les autres, c'était un message pour dire écoute, tu es dans une situation, elle fait que tu pars avec un handicap ou pas, tu pars avec, on va dire, 200 mètres ou 300 mètres derrière, c'est pas grave. Rassemble-toi et fais truc et tu peux gagner la course. Et ça, je pense que tout le monde l'a perçu. En fait, moi, je dis pas que vous vous censuriez. Moi, je dis que vous avez trouvé la forme idéale, le message, comment dire, la forme idéale pour faire passer votre message. C'est-à-dire, c'était pas agressif, mais au fond, on savait. Et quelque part, tu as vu, regarde, tu me dis que toi, Fredo, vous parliez de, à un moment donné, dans ton texte, tu parles de Soweto, tu parles de... en fait, vous étiez imprégné d'une culture dont certains n'étaient pas imprégnés, en fait. Il y a plein de Renois qui ne savaient pas tout ça. Par exemple, des Renois, ils ne savaient pas c'était quoi un pro-black. Des Renois, ils savaient les Black Panther, ils regardent ça de loin. C'est en 95 quand est sorti le film Black Panther, avec les acteurs américains, que des mecs ont dit « Ah ouais, putain, il y a des Black Panther ». Mais les Black Panther, ça remonte aux années 60, 70. Il y en a, ils ont appris ça en 97, 98 ou même 2000. Sauf que nous, moi, je sais que Fredo, il me dit, ouais, il y a un livre qui est à l'affût. Il me dit, un truc, moi, je l'achète, je le lis, c'est Bobby Seale à l'affût, c'est Black Panthers. Nous, tous, dans la GAD, on a lu des bouquins. Moi, j'ai lu le bouquin qui a révolutionné ma vie, c'est Malcolm X. Je le lis en marchant, etc. Donc, quand je suis dans la brigade, c'est même pas des... Et je le rappelle, moi, quand j'arrive dans la brigade, je me souviens, on fait une réunion à Gare du Nord et tout, sur le côté, là. Ben, en fait, chacun se présente devant les autres et dit, qu'est-ce que tu veux faire ? On ne dit pas qu'est-ce que tu veux rapper. On dit qu'est-ce que tu veux faire. Donc moi, je dis, ben voilà, moi j'ai envie de donner une bonne image de la communauté, etc. etc. John Daido, il passe derrière, il dit, ouais, moi pareil. Et en fait, on se retrouve à se dire tous la même chose. Et on ne dit pas, ouais, qu'est-ce que tu vas rapper ? On dit, qu'est-ce que tu veux faire dans le groupe ? C'est quoi ta projection du groupe ? Et donc, cette identité-là, elle est, tu ne peux pas l'enlever de la brigade. Après, dans les textes, c'est le talent, toi aussi. C'est les Booksy arrivent avec du lyrique, il y a le funky dialecte, il y a tout, c'est normal. Regarde, juste pour imager ce que tu dis. Moi, il y a une phrase dans un texte de Zico qui me marque même jusqu'à aujourd'hui. Hein. C'est quand il dit « Ma panthère s'abreuve dans l'arbre de la connaissance et se nourrit de sa sève ». En termes de profondeur, mais c'est tellement profond. Enfin, moi, à mon niveau, hein, je trouve que... Parce qu'il y a de la subtilité dans la subtilité, tu vois. Et chacun à notre niveau, on apporte quelque chose, mais avec Mais c'est pour ça que j'ai dit que vous aviez apporté le message avec une forme idéale. C'est-à-dire avec du flow, avec du rap. Ça rappait la brigade, tu vois. C'est-à-dire, ça rappe toujours, mais... C'est-à-dire que vous avez ramené ensuite, en plus avec les... bien rattrapé. Vous avez capté ou pas ? J'ai dit rapper, vous avez capté ou pas ? J'ai dit non, les anciens pas les... Triple accès. Et voilà, exactement. Et du coup, vous avez ramené ça, en plus avec ce qu'on appelle aujourd'hui les multisyllabiques, tout ça. Vous avez ramené ça avec ça. Donc ça veut dire qu'on vous écoutait et en même temps... En plus, est-ce que vous avez conscience que, comme je vous l'ai dit, tout ce qui est concernant la culture noire, avant... Il y a plein de gens qui n'étaient pas au courant. Par exemple, vous étiez avancé sur le plan de la connaissance, avec d'autres. Nous-mêmes, quand on était à Grigny avec notre gars Abderrahim, c'est lui qui nous a initiés à tout ça. Il est venu avec des livres, il nous a amené Charanta Diop, il nous a emmené Hans Fanon, Peau Noire, Masque Blanc. Et moi, j'étais comme ça. On était en 99, 98, donc on dit, mais qu'est-ce qu'il nous raconte ?
Et la plupart des Renois de quartier, on ne savait même pas tout ça. Tu vois, des combats des droits civiques qui avaient eu lieu 20 ans avant, la décolonisation, rien du tout. Tu vois. Non, en tout cas, mon apprentissage s'est fait grâce au système D. Le système D, surtout Franco. Système D, c'est un groupe, une entité. C'est Dotka et John Daido. C'est eux qui m'avaient vraiment amené à cette lutte noire. Parce qu'on faisait je me rappelle, Franco m'emmenait à des séminaires où il y avait des Renois qui parlaient sur le Renoir et on essayait de comprendre un peu notre culture. Donc moi, ça m'a beaucoup aidé aussi vis-à-vis de mon savoir noir. Voilà. C'est vrai que, juste pour je t'en prie. expliquer, Système D, le doc et moi, John, quand on a créé le groupe, il n'y a pas eu de demi-mesure. Hein. Je pense que ça a toujours été tout de suite direct. Nous, on est rentré dans le canal Black Panthers, idéologie noire directe. Donc on l'a exprimé chacun avec nos propos. Pendant nos premières années, même à l'époque d'Armasque, tout ça, quand on faisait nos concerts, on était déjà catalogués un petit peu Système D, groupes qui viennent, Sergi, tout ça, eux, ils sont pro-black, donc assumés. Mais très intéressant de voir que cette expression, qui n'a pas été le ciment du groupe La Brigade, encore une fois, parce que chaque individu a su, au travers du groupe, se recentrer, savoir dans quelle direction on voulait aller, mais c'est bien de savoir que cette identité, en fait, qui est la nôtre, ni plus ni moins, qu'elle ait pu ressortir fonction des individualités du groupe pour aller dans quelque chose qui nous rassemblait tous et qui, finalement, on l'espère, a fédéré aussi en dehors du groupe de nombreuses, des centaines, des milliers, des millions, des milliards de propos. Ça. Mais c'était ça un peu l'idée. Comme je disais, la brigade, ça sentait un militantisme noir qui ne disait pas son nom. Vous étiez subtil, on le savait tous, mais vous ne le disiez pas clairement. Enfin, vous le disiez, mais avec la forme. Voilà, on en a discuté là tout de suite. Aujourd'hui, sur les réseaux, depuis le confinement, surtout, c'est hype, le militantisme noir. Tu vois. On appelle ça le militantisme afro. C'est hype de parler de la cause afro, de la communauté afro, de la black excellence. Jadis, on parlait de cause noire. Aujourd'hui, on parle de cause afro. Jadis, ceux qui militaient pour la cause noire, on les appelait des pro-black ou des black pro. Beaucoup traitaient les black pros de racistes, même si, comme partout, certains devaient l'être, tu vois, comme partout. Aujourd'hui, sur les réseaux, on parle de militants afro avec toute l'imagerie qui va avec. Vous, là, presque 20 ans après, vos faits d'armes, comment vous analysez toute cette évolution de passer à... Ouais, avant, on disait, ouais, vous êtes des racistes. Aujourd'hui, maintenant, c'est hype. Sur les réseaux. Alors, moi, Est-ce que déjà tu as cette analyse-là? Parce que moi, c'est mon analyse. Mais... Après, moi, j'aime pas le terme hype. Parce que tu vois, chacun se réveille au moment où il se réveille et chacun aborde ces questions-là comme il peut les aborder. Certains ont la possibilité d'être tout de suite clairvoyants et d'autres ont besoin d'un influenceur ou d'une page Insta pour se réveiller sur certaines questions. Tu vois, comme tu as dit, nous, il y a des gens, ils ont vu ça avec un texte de Fredo ou de Zico, etc. D'autres en nous voyant sur scène arriver en esclave ou en momie. Moi, je ne mets pas d'hiérarchie là-dessus. Après, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Les choses, elles ont avancé. Tu vois, la cause, elle a avancé. Les thèmes sont multiples. Par contre, je trouve que dans le rap, ça manque. C'est-à-dire que c'est excuse-moi de peut-être fourvoyer un peu ta question, mais je trouve que maintenant, les rappeurs, il n'y a plus cette identité-là. Tu vois, on est en mode bendo, banlieue, tout ça, etc. Et cette identité, elle est... Enfin, cette sève dont parlait John Daido, on la voit plus. Et je trouve que c'est regrettable parce que pourtant, la musique, elle est empreinte de musique afro à fond. Tu vois, ça chante sur du zouk, sur de l'afro, sur truc. Mais je trouve que ça manque un peu de profondeur. Mais ça, c'est mon avis. Parce que peut-être que c'est plus facile de parler de choses matérielles, etc. etc. Mais
Donc voilà, il y a comme toute chose, il y a des bonnes choses qui se passent parce qu'il y a plus de présence comment dire, des minorités à la télé, etc., etc. Mais dans certains discours, j'ai l'impression qu'on a, dans certains discours de certains rappeurs, pardon, j'ai l'impression qu'on a régressé. Toi, Fredo, tu penses que c'est une bonne mode, le fait de... Parce que enfin, on peut le percevoir comme une bonne mode, hein, le fait de... Enfin, après, moi, je dis avec mes mots, hein, que c'est devenu hype. Moi, je vois des... Après, je dis pas qu'ils le font pour la hype, hein, mais moi, je vois des Crazy Sally, je vois des... je vois Nofi, Manofi qui sont les précurseurs même, tu vois, parce que même tu as travaillé à Nofi Store, Negro News à l'époque, Culture Dorée. Je vois, ils te font des contenus qui sont ludiques, mais ils parlent de choses sérieuses, tu vois, de choses qui nous touchent et dont vous parliez déjà il y a 25 ans. Par contre, il ne faut pas que tu dises hype. Parce que non, vraiment, c'est important les mots. Parce que hype, ça a une connotation de mode. Ouais. Et tu peux pas savoir tu peux pas connaître la motivation des gens. C'est pour ça que j'ai. Il y a que et tu vois, et de la même façon que moi, on m'a toujours dit ça quand j'étais petit. Ouais, t'as vu ça, tu te prends pour un quinri, tu prends un truc, etc. Frère, ça fait 30 piges que je suis dedans. Donc les mecs qui m'ont dit ouais, à l'époque, tu vois, quand Sydney il a arrêté de fonctionner et que moi je reste dans le hip-hop, les mecs qui me disent ouais, mais ça va durer 2 minutes. Ça fait 30 piges que je suis dedans. Donc, n'utilise pas le mot hype pour qualifier les autres parce que tu ne sais pas déjà combien de temps ça va durer, tu ne connais pas leur motivation et en plus, c'est un peu présomptueux. Non, en fait, c'est vrai que j'ai bien dit dans mon propos que je ne les qualifie pas de... Ouais. Je ne dis pas qu'ils sont dans la hype, je dis qu'il y a une... Enfin, selon moi, il y a une hype. Forcément, il y a des gens qui ne sont pas forcément sincères dans tout ça. Il y a de l'insincérité parce qu'il y a un marché du business. Non, mais moi, je me dis, du moment que les choses sont faites et que ça peut aiguiller certains frères, certaines personnes, si ces médias-là, ils viennent d'arriver du jour au lendemain et qui parlent de la cause et pour aller de l'avant, et qui nous renseignent sur ce qui se passe à droite ou à gauche, à l'autre bout du globe, tant mieux. Après, même s'il n'y a pas si c'est pas vrai, si c'est un peu fake, tout ça, c'est pas grave, du moment que l'information est vraie, est réel et que peut-être qu'un petit frère il va écouter, il va dire ah ouais il se passe ça là-bas et tout, et puis il va s'intéresser et puis voilà. Après moi je titille un peu, tu vois, mais l'insincérité on peut pas la mesurer. On peut pas savoir qui est sincère et qui ne l'est pas, tu vois. C'est par les actes et les mots et tout ça, tu vois. Toi Zico, qu'est-ce que t'en penses de toute cette évolution on parle beaucoup des aujourd'hui maintenant, ça devient positif. Avant, c'était négatif de parler de la cause noire. Aujourd'hui, maintenant, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, maintenant, c'est positif. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais, moi, comme dit Fredo, il a tout dit. Hein. Tant qu'ils peuvent relier les dires, les organisations, tout ça. De toute façon, ça nous fait avancer petit à petit. Tant qu'on avance, c'est merveilleux. Maintenant, pour la jeunesse, c'est qu'il faut qu'ils fassent attention. Qui dit la vérité, qui ment. Il faut qu'eux-mêmes ils fassent leurs propres recherches aussi. Parce qu'on le faisait nous-mêmes. Dans le rap, on avait toujours quand il y avait un nouveau truc qui sortait, on était dessus, on voulait savoir. Donc il faut qu'ils fassent aussi leurs propres analyses et fassent la différence entre le fake et le vrai, parce que c'est facile. Il ne faut pas dire ouais, tout est beau, c'est facile de faire la différence. Et ils le verront. Et avec le temps, parce que comme on disait avant, on croyait pas au rap. Maintenant, ça fait 30 ans qu'on est tous dedans et que ça continue et que ça va continuer. Et on ne nous arrêtera pas. Toi, John, moi, hier, j'étais à un truc qui s'appelle la Neko School. C'est des frères qui, à un moment donné, se sont organisés pour éduquer de manière financière la communauté, tu vois. Et ils ont réuni en 2 mois, ils ont dit, vas-y, il y a 2 mois, ils se sont dit, vas-y, on va faire un autre événement. On est sur les réseaux, mais on va faire un autre événement. Et du coup, ils ont réuni 300 personnes, tu vois. Et il y avait aussi Black Network avec Tanguy et pas mal d'autres mecs, tu vois. On sait aussi qu'il y a Business Africa aujourd'hui, le salon des entrepreneurs africains, noirs et autres. Toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça, là, toute cette évolution aujourd'hui Alors moi déjà, ce qu'il faut, de mon point de vue, ce qui a mis un grand coup de pied dans la fourmilière, si je peux dire, c'est l'avènement des réseaux sociaux. Avant l'avènement des réseaux sociaux, il y avait déjà des combats. Des combats, il y en a eu de tout temps. Très, 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 très longtemps. Et il y a des gens qui sont dans le combat depuis de nombreuses années et qui ne font pas de bruit. Des éminents professeurs,
qui sont férus d'histoire ou qui connaissent, je sais pas, l'égyptologie ou l'époque, ou qui connaissent des sujets sur l'époque pré-adamique, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon on ne va pas s'en sortir. Ah, si tu peux, mon frère. Mais quoi qu'il en soit, voilà, moi je suis féru de toutes ces choses-là. Et donc aujourd'hui, l'avènement des réseaux sociaux, c'est une bonne chose pour tout ça, pour mettre en avant en fait des choses qu'on ne pouvait pas voir avant ou sur lesquelles on ne voulait pas se poser de questions, voire dont l'intérêt n'était pas aussi prononcé que cela. Aujourd'hui, c'est possible. Donc on a tous les niveaux. On a des gens qui parlent de manière culturelle de l'Afrique, on a des gens qui parlent au niveau historique, on a des gens qui parlent au niveau géopolitique, géostratégique, etc. Donc il y a plein de niveaux. Et ça, c'est important de le savoir aujourd'hui parce que le sujet il est tellement vaste qu'on peut s'intéresser soit d'un point de vue culturel, c'est très bien de faire découvrir l'Afrique ou les Africains ou le monde entier, ou tout le monde, parce que les gens ne connaissent pas. Mais on a d'autres sujets qui sont importants et on a des acteurs aujourd'hui qui sont spécialisés dans tel ou tel type de sujet. Il faut juste maintenant se dire, voilà, bah, c'est une éducation, c'est à toi d'aller chercher les sujets et d'un sujet à un autre, tu peux rebondir et tu peux comme ça te créer quand même un fondement au niveau de ton approche qui va faire en sorte que voilà, tu as une bonne loupe sur ce qui se passe. Après, moi, je ne pense pas que ce soit une mode. On est dans un nouvel ère. Il y en a qui disent, ils appellent ça l'ère du Verseau, quoi que ce soit. En tout cas, c'est un ère au niveau des énergies, excusez-moi, au niveau des énergies et ce qu'on appelle de la manière dont ça a été. On parle de fractal, mais je ne vais pas rentrer dans le sujet. On est dans un monde, dans cette troisième dimension, qui permet justement un éveil de conscience. Ok. Donc cet éveil de conscience dans cette troisième dimension permet justement à des personnes qui étaient peut-être endormies de justement ouvrir leur mindset, leur esprit pour atteindre un mindset, pour aller vers une direction. Bon, ça ne concerne pas que l'homme noir en général, hein. Ça concerne toute la planète. Sauf que c'est cette ouverture d'esprit qui nous est permise d'une certaine manière, parce que l'air est comme ça en ce moment, fait que il y a tout ça. Les réseaux sociaux, etc. Donc c'est bien, mais attention, parce qu'effectivement, il y a tellement beaucoup de choses que, comme toute chose, il y a de la récupération et il y a des gens qui profitent de lancer des mouvements, mais qui ne sont pas des mouvements qui nous mettent dans la bonne direction et qui nous envoient même plutôt dans des voies sans issue et dans des impasses. Et qui font en sorte que ces voies sans issue, voire ces impasses, sont déjà pensées pour faire en sorte de nous remettre dans le diviser pour mieux régner. Et donc de nous opposer les uns les autres. Et donc, il faut être très vigilant par rapport à cela. Et ça demande à chacun, en fait, de vraiment aller chercher l'information, de vraiment s'auto-éduquer. Et on a une responsabilité. C'est-à-dire que moi, comme tous les gars qui sont ici, je pense, moi, j'ai une responsabilité de père, rien que cela. J'ai une responsabilité d'homme aussi par rapport à ma moitié, à ma femme, qui fait que, comme je connais ou comme je vois la direction, j'ai un devoir par rapport à ceux qui me suivent pour les mettre aussi dans les bonnes... Dans les bons rails, d'une certaine manière, en termes d'apprentissage, de connaissance, ou même de connaissance de soi. Parce qu'avant de vouloir faire, je parle de tel sujet, s'il n'y a pas la connaissance de soi, si tu ne sais pas déjà qui tu es intrinsèquement, je pense que déjà là, tu pars d'une mauvaise page. Déjà, ça commence par ça. Connaissance de soi, personnelle, savoir qui tu es, comment tu te représentes dans ce monde. Et ensuite, à partir de là, tu peux aller chercher des éléments qui vont être des plus, qui vont constituer ta personnalité et donc ta pensée et donc là où tu vas. Excusez-moi. Et toi, tu penses quoi de... Tu vois, aujourd'hui, on voit l'avènement aussi de gens qui sont militants, mais qui sont aussi aujourd'hui... qui ont une aura telle des influenceurs comme Kémy Séba. Tu vois, et Kémy Séba qui aujourd'hui est... en tout cas, le militant sur les réseaux, même sur le terrain, je crois que c'est le premier, tu vois, aujourd'hui. Tu vois. Et ce dont on parle depuis tout à l'heure fait écho aussi à ce qui se passe en Afrique. Tu vois, le Niger, le Sénégal, d'autres pays encore. Tu vois, est-ce que, voilà, un petit mot sur tout ça. Est-ce que pour vous, l'Afrique est en train de se relever aujourd'hui ou elle va se prendre une balayette tôt ou tard? Après, c'est un petit peu prétentieux d'avoir un regard contemporain sur ce qui se passe même dans le présent. Il n'y a que l'histoire qui nous révélera est-ce que c'est un tournant ou pas. Daïdo l'a dit à juste titre, il y a toujours eu des militants, des combattants, des combats menés, des grands hommes, etc. On en connaît tous. Et parmi ceux qu'on connaît, il y en a d'autres qu'on ne connaît pas. Après, ce qui est intéressant,
c'est que ouais, de notre prisme à nous, tu vois, de notre âge à nous, on se dit bon, il y a des évolutions, il y a des choses qui se font. Tu parlais de Kémy Séba, effectivement, tu vois, c'est quelqu'un qui a commencé en région parisienne avec une association et maintenant qui a un rayonnement international. On l'a vu là dernièrement, il a été carrément accueilli à l'aéroport, me semble-t-il, par la police, enfin même la DGSI, je crois. Donc tu vois. Et que ce qui est bien, et ce que dit John Daido, c'est qu'avec les réseaux sociaux, maintenant, tu n'as plus besoin d'intermédiaire. Nous, on était dans une époque où, malgré tout, on avait besoin d'un intermédiaire. C'est-à-dire, il fallait que tu passes par une radio, il fallait que tu passes par des gens. Alors que maintenant, tu ouvres un compte sur une plateforme, quelle qu'elle soit, et tu peux dire ce que tu veux. Ouais, la radio, tu dis, excuse-moi, on peut te couper, on peut couper au montage. Bah, c'est pas ça, c'est que la radio, on peut te couper au montage, mais il faut surtout que tu arrives dans le studio. Ouais, en plus, ouais. Moi, si je veux, là, je suis ravi de faire ton émission parce que tu nous as invités, etc. Mais il faut quand même que je vienne dans cette émission, que Booba m'invite et que je puisse le faire. Alors qu'avec les réseaux sociaux, sans calculer personne, je peux ouvrir un TikTok, un Snap, un truc, je ne vais pas faire de pub. YouTube, ouais. Et puis, il y a peut-être 3 pélos qui vont me regarder, mais peut-être qu'ils vont devenir 30, 300, 3000, 300 000. Et au bout d'un moment, j'aurai besoin de personne. C'est ça la grande différence. C'est que nous, quand on a fait notre musique, on avait besoin de passer par... quand on a fait les Francopholies de La Rochelle, il fallait qu'on attende. La première année, on nous a dit non, vous n'êtes pas prêts. Alors que nous, on se dit, mais si on est prêts. Non, vous n'êtes pas prêts, revenez l'année prochaine. Alors que maintenant, si on veut faire un truc, on fait. Et c'est ça qui change tout, tu vois, me semble-t-il. Alors après, te dire que oui, il y a une évolution. Et je pense que c'est le temps qui nous dira si l'évolution, elle est réelle et si elle est pérenne, quoi, tu vois. Mais en tout cas, c'est bien de pouvoir voir des gens qui parlent comme Kémy Séba ou comme tant d'autres. Tu parlais de Crazy Sally, de Culture Dorée, tout ça, qui permettent d'éveiller les consciences, qui permettent de vulgariser toute cette connaissance. Et je trouve que c'est des bonnes choses. Avec mon crew, le CDR, c'est lors d'une émission de De Chavannes sur TF1 qu'on a vraiment commencé. Enfin, on s'est encore plus inspiré de vous, là, tu vois. Et émission dans laquelle vous lui avez dit en direct que pour arriver sur le plateau, vous avez dû enfoncer des portes. C'est le souvenir que j'en ai, je me souviens. Propos qui ne lui ont d'ailleurs pas trop plu. Est-ce que vous avez des souvenirs de cette émission-là, avec De Chavannes? Du fer dans les épinards. Ouais, voilà, un truc. C'était un bête d'amphi, c'était un délire. C'était un délire. L'émission, moi je sais que souvent dans la brigade, il y avait des rôles et c'est vrai que Docka et moi, on était souvent désignés pour être, entre guillemets, les porte-parole, même si ce terme peut être un peu pompeux, mais en fait, comme on est 12, on ne peut pas arriver 12 direct. Et je sais que Docka et moi, notre souci, c'était toujours de ne pas s'afficher. Tu vois, parce que quand tu es devant ta télé, tu vois, y a un Renoir qui arrive et que le Renoir, il dit n'importe quoi. Tu es chez toi, tu es en train de bouillir, en fait. Sauf qu'à l'époque, il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas Twitter pour dire « Ouais, Renoir, tu déconnes, etc. » Tu es devant ta télé, tu prends ça. Et donc, on était vraiment, c'était pour nous très important de bien s'exprimer, de dire des choses correctes et pas... voilà, parce qu'on savait qu'on avait une grosse responsabilité de représentation. C'est-à-dire, quand moi, je parle... les gens ils vont dire « Ah, regarde le Renoir, ce qu'il a dit, hein, et puis toi, tu vas prendre pour ton grade aussi. Quand demain, tu vas aller à l'école, on va dire « Ah, Booba, et alors, t'as dit quoi? Kafir, il a dit que t'aimes les bananes, alors t'aimes les bananes, tu vois ?» Et donc, nous, on avait ce propos-là, et au sein de la brigade, on était vraiment dans ce mode-là. Et c'est pour ça qu'à chacune de nos interventions, on pesait chacun de nos mots. Et je pense que c'est ce qui a contribué aussi à notre succès, c'est que on évitait de dire des bêtises, on s'exprimait correctement et puis on essayait toujours de faire passer une idée correcte, toujours se dire, bon écoute, même si tu as 30 secondes pour parler, essaie de dire un truc bien. On a la culture de la vanne chez nous. Hein. Si tu viens, tu t'affiches à la télé, mon frère, surtout à l'époque là. On va te vanner pendant des semaines et des semaines. Puis en plus, à l'époque, la télé, elle était puissante parce qu'il n'y avait pas d'alternative. Quand tu passes sur la première chaîne, tout le monde t'a vu. Moi, je me souviens, le lendemain de l'émission, j'étais dans le RER avec Dotka et tout le monde nous regardait. Tout le monde nous regardait, il y a des darons, elles te font un petit signe, des yeux, ils te font comme ça, des trucs, tu vois. Et tu dis, ah ouais, et à l'époque, c'est des millions et des millions de téléspectateurs, ça rigole pas en fait, tu es vraiment identifié. Et au-delà de ça, ce qui nous importait, c'est de montrer une autre image. Le propos de la brigade, ça a toujours été de montrer une autre image du jeune noir de banlieue, sortir des clichés, et ça passait par les interviews. Puis à cette époque-là, on était déjà chez Barclay en plus, hein. Je pense que nous, on poussait pour faire des émissions
pour pouvoir s'exprimer et passer notre message, des émissions extra hip-hop, on va dire. Parce que les émissions hip-hop, bon, bah, une fois que tu les as fait, c'est bon. Et encore, on n'était pas tout le temps invités parce que nombreux, parce qu'on ne sait pas pourquoi. Et nous, à chaque fois, on allait voir les maisons de disques, notre maison de disques, et on disait, hey, là, il y a une émission où on peut s'exprimer, on peut parler, parce que la brigade, c'est pas que de la musique, on voulait aussi propager notre message. Et la maison dit non, mais cette émission, c'est pas une émission musicale, non, c'est pas une émission de rap, c'est pas une. Ouais, mais nous, on s'en fout, nous, on a un message, et le message, il est universel. Donc, que ce soit une émission musicale ou une émission politique, du moment qu'on arrive à s'exprimer, à passer notre message, nous, on s'en fout. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on a eu du mal avec notre maison de disques à faire des émissions autres, quoi, que hip-hop. On arrive tout doucement vers la fin de notre émission, mais j'ai quelques questions quand même à vous poser. Ok. Donc, mon gars Datch, togolais, était votre plus grand ambassadeur. Tu vois, il nous faisait tourner en boucle votre titre « La vie est une ». Et un beau jour, un matin, je regardais Hit Machine, présenté par Charlie et Lulu, tu vois, et je tombais sur le moment découvert de cette émission. Stupéfaction, la brigade, les interprétates, la vie. L'un de nous eut le réflexe d'enregistrer ce moment sur une cassette VHS qui tournait en boucle chez chacun d'entre nous. Quel souvenir vous avez de ce moment-là, là, Charlie et Lulu? John. Alors, il n'était pas là. Si, j'étais là. Non, l'émission était particulière. Le contexte était particulier. Et nous, on est venu avec quelque chose. En fait, leur réaction, ou la réaction des personnes de ces productions, parce que il faut bien comprendre que tu vas dans une émission qui est déjà prêt, tu vois, toutes les règles sont déjà préétablies, tu passes maquillage, tu fais tes trucs, et tu viens chanter une chanson, tu viens faire un son qui est très clairement pas dans les codes du concept de l'émission. Mais limite, pour nous, pour moi, quand je vis ce moment-là, je me dis, ah ouais, là on a fait quelque chose, on a créé l'opportunité dans l'opportunité. C'est tout ce que je retiens de cela, parce que trop tard, c'est passé. Tu peux dire ce que tu veux maintenant, bam, on a lancé le son, on l'a fait. Donc forcément, pour moi, c'est un canal de diffusion qui est super important, et justement, et ce morceau-là, en plus, nickel. On s'en foutait que ce soit Charlie et Lulu, enfin, on savait qu'il y avait de la visibilité, donc c'est ce qui nous importait, la visibilité. Et en plus, c'est vrai que ce morceau-là, on n'a pas choisi un morceau. Il n'était pas facile. On a choisi un morceau quand même. Mais pour nous, ce morceau-là, à l'époque, il était puissant, donc fallait qu'on fasse. Fallait qu'on le fasse, quoi. Parce que nous, on a capté votre message. J'ai dit, ah ouais, 12h30, vous passez ce morceau. Tout le monde le voit, frère. J'ai dit, ah ouais, ils veulent faire passer le message. En plus, à l'époque, c'est vrai que ces émissions-là, c'est des grosses émissions. Et quand tu dis tout le monde le voit, ça veut dire même la daronne, ton voisin, ta voisine, tout ça, les trucs, tout le monde te voit. Et et puis ça a un impact sur la façon dont t'appréhendes après, parce que c'est vrai qu'au départ, quand tu fais du rap, les gens te regardent vite fait, quoi. Tu vois, moi, je viens d'une époque où on se moquait de moi quand je faisais du rap. Puis quand tu passes dans ces émissions-là, même si c'est tout à fait faux, les gens se disent « Ah, il a réussi !» Parce que tu arrives quand même sur M6, à une heure de grande écoute. Il y avait Lou Béga, Mambo Number 5 en même temps. Alors que, en même temps. Et, tu vois, et donc les gens ils disent « Putain, les mecs, en fait, son dièse de rap, là, ça va loin en vrai. » Tu vois, et puis tu arrives avec tous tes bougs en t-shirt La Brigade et tout. Ils disent « C'est sérieux leur game, tu vois ?» Et donc, ça fait partie des passages... Et c'est bien que tu en parles, parce que c'est vrai que ces passages télé-là, c'est des passages qu'on me rappelle souvent. Passages à deux Chavannes, qui sortent du simple clip, qui passent le truc, parce qu'ils disent « Ouais, putain, vous avez tué, ce que vous avez dit, ça tue, etc. » Ça prouve qu'il y avait un besoin de représentation autre que ce qu'on nous proposait déjà à la télé, et que nous, on était, comme l'a dit Fredo, on était en recherche de ça, de dire « Ouais, mais... En vérité, nous, on peut aborder plein de sujets, parce que quand vous êtes sur des plateaux de télé, vous parlez de la banlieue, vous parlez de la jeunesse, vous parlez des immigrés, vous êtes entre vous, vas-y, invitez-nous, on va donner notre point de vue. Peut-être on va être d'accord, peut-être on ne va pas être d'accord, mais en tout cas, vous aurez un point de vue, et nous, on se sent prêt à aller là-bas. Mais la maison de disque, tant que ce n'était pas pour vendre du disque le lendemain matin, ce qui pour moi était une erreur marketing, ils se disaient, mais si vous allez dans une émission, même littéraire ou autre, vous n'allez pas vendre de disques. Et donc, ils nous mettaient sur le côté, quoi. Un beau jour nous apprime le départ de
The RZA. Les icônes. Mais que s'est-il passé? Comme le rappait Delta dans Dealer pour survivre, si bien sûr vous acceptez d'en parler. Oh, j'ai fait une dépression, c'est ce qui s'est passé. Donc, j'étais malade pendant... j'ai fait des séjours de 2 ans. J'ai fait des séjours de 2 ans à l'hôpital psychiatrique et c'est pour ça que ça m'a bloqué avec la brigade à un certain moment, quoi. Et c'est tout, quoi. C'était pas... c'est plutôt de l'ordre privé. Ok. Et c'était simple parce que j'étais amoureux et voilà, quoi. Ça m'a vraiment coupé, quoi. Donc voilà, quoi. Sinon, RZA est toujours là. Vous, comment vous avez... Après, je trouve que c'est important quand même de parler du soutien, parce que au-delà de la brigade, il y a de l'amitié et de la fraternité, tu vois. Et c'est important de parler d'un soutien, parce que chacun d'entre nous, dans nos équipes, on a eu, même nous, à un moment donné, on est passé par des moments où c'était chaud. Et souvent, c'est pour une femme. T'es là. Et puis, vous, comment vous avez vécu tout ça à ce moment-là? Je pense qu'on l'a tous vécu de manière différente. Je pense, hein. On l'a tous vécu de manière différente parce que ça a été, en tout cas moi à titre personnel, ça a été quelque chose où je me suis dit, ça a été comme une cassure dont moi je me rappelle, j'avais vu certains prémices. Je me rappelle, on était à un moment dans le métro, je sais plus avec qui j'étais dans le métro à Château-Rouge. On était sur le quai, on avait pris le métro ensemble. Et ouais, j'ai senti que là, mon gars, il n'était plus là. Là, c'était profond, tu vois. Et donc, au point de vue de la brigade, ce qui s'est passé derrière, de mon point de vue, c'était soit on a l'éclaireur qui n'est plus là, on arrête, concrètement, parce qu'on n'a plus d'éclaireur. Ouais, mais c'est pas que l'éclaireur, c'est aussi le... C'est ça, parce que c'est RZA, quoi, aussi. C'est le membre fondateur du groupe, c'est lui qu'on allait faire les sons, on était posé là-bas, toute la base historique de la brigade, c'est l'éclaireur. Donc quand tu as l'éclaireur qui n'est pas là, déjà il fait nuit, déjà direct, c'est sombre, parce que tu te dis projection c'est comment, et puis derrière tu te dis attends, tout ce qu'on a fait là, qu'est-ce qu'on fait? On arrête, on continue, etc. Et donc là il a fallu se recentrer pour se dire autant continuer, sans mesurer, et c'est ça qui est important, sans mesurer que la période qu'il a vécue, jamais on n'aurait pu imaginer que ça aurait été aussi long en fait. Ça aurait été aussi long et que ça a complètement en fait coupé, si tu veux, une espèce de relation entre guillemets fusionnelle, d'artistique, etc. Ce qui fait que nous on a dû continuer en fait. Moi c'est comme ça que je l'ai vécu et ça n'a pas été simple. Mais il fallait. Vas-y, je t'en prie. En fait, tu parles de l'aspect, il parle de l'aspect musical, mais il y a aussi l'aspect humain, parce que oui, on se côtoyait, on était des frères d'armes, on allait tous dans le même sens et tout. Et là, quelque part, on perd notre mentor musical, on perd notre frère, et c'est vrai qu'on savait pas trop quoi faire humainement. C'était compliqué parce que la dépression c'est une vraie maladie, et nous on n'est pas formés pour ça, quoi, en fait, et à l'époque, même encore maintenant, les dépressions c'est un peu tabou. Aller voir un psy ou quoi aussi, ça c'est tabou. Il y en a qui disent que ça marche, bon bref, mais on perd un ami, un frère, en fait. Et en plus, il y a des répercussions au niveau musical, parce que tout tournait autour de lui. Et c'était vraiment compliqué. Franchement, à l'époque, c'était humainement et musicalement, c'était, je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, c'était chaud. C'est vachement déstabilisant, dans le sens où il faut se remettre à l'époque. On est tous jeunes. Moi, à l'époque où ça arrive, moi, j'habite encore chez ma mère, tu vois, etc. Et que... en fait, je sais simplement pas quoi faire. Fredo l'a dit, à l'époque, les maladies mentales, c'est quelque chose de tabou. Donc, toi, tu vois, en plus, c'est tabou dans notre culture, c'est tabou dans notre milieu, c'est tabou dans... Voilà, tu vois, que ce soit en banlieue, c'est tabou, que dans notre culture, à nous, afro-caribéennes, c'est tabou.
Et en fait, toi, enfin, je parle pour moi toujours. Hein. Moi, quand je suis avec Zico à cette époque-là, je ne sais simplement pas quoi faire. Je suis avec lui et bêtement, je lui dis ouais, mais Renoir, qu'est-ce que tu fais là? Arrête de faire le ouf, ou qu'est-ce que tu fais? Et puis c'est tout en fait, parce que le soir, il faut que je rentre chez moi, il faut que je truc, etc. Et qu'on n'est pas compétent. Et c'est vrai qu'en plus, Zico, c'est l'architecte de la brigade. C'est vraiment lui qui a la vision, c'est lui qui fait les sons, c'est le ciment, on va dire, c'est celui qui est au milieu du bordel. Mmh. Et donc après, c'est pour ça que je dis toujours, il y a 2 périodes dans la brigade. Il y a la période Zico et il y a la période base. Parce que, effectivement, on aurait dû arrêter, en fait. Et Baz, il a pris le temps de se former à la prod, etc., etc. Ce qui a permis à la brigade de perdurer, malgré tout, et de faire et d'assurer la continuité, alors que ce n'est pas une mince affaire. Parce que si effectivement on aurait pu dire on attend Zico, je pense qu'on aurait dû attendre qu'il aille mieux, etc. Ça aurait pris énormément de temps. Et nous, on a continué de poursuivre. Et c'est cette période-là qui a donné tout ce qui est testament, etc. La période Zico, c'est tout ce qui est la naissance de la brigade, la formation de la brigade, l'essence de la brigade, le fondement jusqu'à officier officiel. Donc tout ce qui est l'époque, la vie est une, 16 rimes, je me fous du boss, etc. Et puis après, avec l'événement dont il a parlé, on passe à la seconde partie qui est, on va dire, la période base, avec le testament et tous les albums d'après. Justement, on va en venir. Justement. Mais avant qu'on en vienne, il y a quand même de l'évolution aujourd'hui. Vous avez vu, ne serait-ce que par rapport au fait qu'on en parle là. Avant, ça ne se faisait pas. Parler de nos mâles, de nos faiblesses. Parce qu'en plus, nous, on est issus de culture et de culture africaine, afro-caribéenne, culture de nos mots. Il y a des gens qui nous entendent. Tu dis? De nos mots. Ouais, de nos mots. Ouais. Voilà, exactement. Voilà. Exactement. Dit de nos mâles. Exactement, excusez-moi, de nos mots. Je sais que tu maîtrises la langue française, mais les petits frères nous entendent. Vous êtes mon grand frère, vous êtes mes grands frères, reprenez-moi, il n'y a pas de problème, t'inquiète. On ne parlait pas de tout ça avant, tu vois. Et aujourd'hui, c'est une évolution. On en parle chez Kamel l'Ancien qui a parlé aussi, à un moment donné, de ce qui lui était arrivé, la dépression. Et c'est pas le seul, il y en a plein. Il y en a plein d'autres. On parle aujourd'hui. Quand on parlait, et je pense que c'est vachement salvateur. Parce que, alors après... moi, je parle de mon point de vue. Je ne pense pas que j'aurais pu faire plus que ce que je n'ai fait à l'époque. En vrai de vrai. Ça, c'est mon point de vue. Ce n'est pas pour me dédouaner. C'est que je pense avec les armes du jeune que j'étais, ce que j'avais, je n'aurais pas pu faire plus que... Mais par contre, si on avait peut-être plus de connaissances et trucs, on aurait peut-être, tu vois, abordé ça autrement. Tu vois. Et c'est pour ça que c'est vachement salvateur. Tu as parlé de Kamel l'Ancien. Je sais qu'il y en a beaucoup d'autres dans d'autres émissions qui ont dit... moi, j'ai fait une dépression, etc. Et c'est important d'en parler parce que finalement, c'est des mots qui nous touchent également. Et il ne faut pas qu'on mette ça derrière en mode « Vas-y, il est ouf, c'est bon, laisse-le tomber » ou quoi. Ou « Ouais, mais attends, il est blindé, pourquoi il fait une dépression? Regarde, il a tout ce qu'il veut. » Non, il faut qu'on prenne ça comme des vraies maladies. Mais bon, maintenant, je parle de ça. J'ai 30 ans de plus. Je n'étais pas dans la même position, quoi. Ah, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de santé mentale, tout ça. Mais l'éclaireur est parti loin. Il est parti éclairer très très loin, un peu plus loin que d'habitude. C'est tout. Mais je tiens à préciser une petite chose. Il y a certaines personnes, je ne parle pas de notre groupe, hein, mais quand ils parlent, je reviens sur la définition du fou. Pour qu'on soit bien clair. Un fou, selon le paradigme occidental, hein, c'est quelqu'un qui a perdu la raison. On est tous d'accord sur ça. Mais le fou, d'un point de vue traditionnel des traditions primordiales africaines, c'est un être qui explore des domaines inconnus à la raison. Puisque là, on est bien d'accord. Donc, il explore des domaines inconnus à la raison. Donc, en fait, il n'y a pas de fou chez nous. C'est simplement que tu explores d'autres choses. Il explore, il éclaire. En plus, c'est un éclair. Ouais, c'est ça. Donc, il a vu une porte, il s'est dit, il a foncé là. On lui a dit, mais Cozy, reviens. Il a dit, non, moi, c'est là-bas, je vais aller. Cozy, reviens. Parce que je me rappelle, il m'avait fait une phase à un moment. J'ai dit, ah ouais, là, il est dans un bail. Il n'y a que lui qui sait où il est. Il fallait prendre ta lampe et aller avec lui. Il m'a fait mais j'étais là, je me rappelle. Dans le métro, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Tu te rappelles pas, petite anecdote, on était à Château-Rouge. Il avait quitté le bail de la Réunion, moi je l'avais suivi.
Je dis, tu fais quoi? Il dit, t'inquiète. Il passe les trucs de métro, je passe avec lui, on descend sur le quai, je descends sur le quai. À Château-Rouge, je dis, tu fais quoi? Le métro, il arrive, il rentre. Je dis, waouh, frérot, vous étiez là-haut? Ah ouais? Je rentre avec lui dans le métro, on s'assoit sur les banquettes, tu sais, qui se plient là. Ouais. S'assoit, je suis à côté de lui, je le regarde, je dis, hey, gars. Il me fait des phases et il me dit, ouais, t'inquiète. Il a été éclairé. Et là, je me suis dit, ça y est, là, il est parti. Il est dans éclairer des domaines inconnus à la raison. Et donc, dans ces moments-là, et je l'ai compris plus tard, quand c'est comme ça, tu laisses la personne traverser. C'est ça, en fait, que j'ai compris, tu vois. Ça sert à rien de vouloir retenir... tu peux rien faire, en fait. C'est lui, ouais. Il est dans un bail que seul lui peut comprendre. Et peut-être que là où il est, il va voir des choses que toi, tu ne pourras jamais voir étant dans ta matrice, tu vois. C'est comme un peu quand tu regardes le film Wakanda avec Black Panthers, quand tu vois, quand ils sont au moment où ils doivent vivre leur seconde mort ou leur première mort. Tu pars, on te met de la terre sur toi, tu pars voir tes ancêtres. Et tu vois, ils ont bien joué ce côté au niveau où tu vois, tu sens que voilà, on est dans une autre dimension, dans une autre fréquence. C'est ça, en fait. C'est ça. On est dans des dimensions, il y a plusieurs dimensions. Pour ceux qui ne savent pas, je vous le répète, on est dans plusieurs dimensions. On est sur plusieurs niveaux de fréquence. Et peut-être que dans ce studio-là, on n'est pas tout seul, et je vous confirme qu'on n'est pas très passé. Mais c'est juste une question de dimension. On ne vibre pas à la même dimension. Donc ces êtres ou ces entités, vous les appelez comme vous voulez, elles ne peuvent pas, tu vois, mais elles interagissent d'une certaine manière. Maintenant, si je me mets par peut-être mon fait de vouloir explorer des domaines inconnus à la raison, donc d'être classifié comme fou, eh ben peut-être que je serai sur un autre niveau de fréquence qui va me mettre en relation avec ces dites entités ou ces dites choses. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça toute la beauté de nos traditions primordiales africaines. Bon, Zico, maintenant tu peux nous dire, est-ce que tu as vu Tupac? C'est ça qui m'intéresse. Il y a eu Tupac, Michael Jackson. Non, en fait, ce que je voulais rajouter, c'est que mes brigadiers, ils n'auraient pas pu m'aider parce que c'était moi et moi. J'avais vraiment un problème personnel et je le rencontrais encore hier avec un jeune qui a pété les plombs chez moi, tu vois. Et je le vois, c'est un problème personnel, c'était moi. Et quand je suis sorti de la dépression, j'ai juste regardé le ciel, la terre, les arbres. J'ai dit putain, je fais n'importe quoi. Et puis j'ai arrêté. C'est tout. Quand une personne est dépressive, il faut la laisser, faire son passage et s'en sortir, quoi. Et j'ai réussi par moi-même, comme un Black Panther. moi, j'ai envie de l'applaudir des fois. Ouais, Merci. Non, mais c'est un exemple vivant de on sort de là. Ouais, parce que on est dedans, puis on sort de là. Je fais pas d'aller-retour. J'ai toujours suivi mon traitement. J'ai été carré dans mes engagements avec les médecins. Maintenant, ils me laissent plus. Je suis sevré, quoi. Je reçois toujours un traitement, mais j'ai pas de problème à communiquer, à parler aux gens, à comprendre des choses. Je m'instruis beaucoup, je lis des bouquins en ce moment. J'ai beaucoup de livres. Ça me permet de m'échapper. Je fais toujours de la musique, toujours. J'ai toujours aussi des bêtes de trucs comme Césarine, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, quoi, nous, c'est un passage qu'on a tous passé ensemble et voilà, on va fêter ça le 23 novembre. Exactement. On va voir ce que ça donne. Et ce qui est bien, je rebondis sur ton 23 novembre et je pense que c'est ce qui me plaît, c'est qu'en fait, on va avoir ces deux périodes de la brigade en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la brigade, elle a été toujours complète jusqu'à 16 rimes. Après, on a perdu plusieurs brigadiers. Quand je dis perdu plusieurs brigadiers, c'est-à-dire les brigadiers qui sont partis. Il y a Ralifa, il y a Lobo, etc. Donc, Ralifa, on l'a eu récemment et tout. Je l'ai eu au téléphone et tout. Et donc là, on fête les 25 ans du testament, mais en fait, pour ceux qui ont apprécié la brigade, c'est de dire, voilà, là, vous avez toute la brigade devant vous, vous avez toutes les périodes, vous avez tous les sons,
Il y a des gens qui nous envoient des trucs. Ouais, si tu fais pas ce son-là, je viens pas. Toi, tu me parles de Je me fous du boss. Grice aussi, d'ailleurs. Je me fous du boss, La vie est une, 16 rimes, tatati, tatata. On va faire tous ces sons-là sur scène. Il y aura tous les brigadiers. Et voilà, c'est pour un peu boucler la boucle, si je puis me permettre. Et rendre hommage à tous les brigadiers. Parce que moi, je suis devenu l'homme que je suis. C'est grâce à tous ces gens-là, en vrai. Parce qu'on ne faisait pas que de la musique, contrairement à d'autres maintenant. On n'était pas juste à mettre des rimes dans les trucs. Ça, moi, j'ai passé des années à faire des séminaires avec Doka, aller tous mes samedis de 14h à 19h pour aller apprendre l'histoire, etc. On a fait des choses ensemble, on a construit des choses ensemble, on a eu une vie économique. On a arrivé, on a imposé un game, on a été signé en maison de disque, on est passé sur les chaînes nationales avec le nom La Brigade, les textes dont tu parles. C'était pas gagné dès le départ et voilà. Et donc si tu nous invites et moi je peux parler, c'est grâce à tous ces gens-là, tu vois. Et donc c'est tout pour tous ceux qui ont été touchés par l'histoire de la brigade, par les brigadiers. Mais on sera là le 23 novembre et on va faire un vrai truc. C'est pas une question d'argent. T'as vu les places, elles sont à 29 €. On n'est pas là pour devenir riche avec un concert, mais vraiment pour kiffer, se retrouver, tu vois, nous entre nous déjà, et puis retrouver le public pour tous ceux qui veulent venir, quoi. Moi, je vous propose qu'on fasse une deuxième partie de notre émission, parce qu'en réalité, j'ai un certain nombre de questions à vous poser, mais il nous reste peu de temps, tu vois. Mais en tout cas, pour revenir un peu sur le testament, tu vois, un beau jour débarqua dans les bacs, en 99, me semble-t-il, le testament. Et vous avez eu votre premier single, Opération Coup de Poing, avec Pierre Paul. Nope. Non, excusez-moi, voilà. Rectifiez-moi, vous avez raison. Premier single, c'est Libéré. Exactement. Libéré. Voilà. Il y a eu Libéré, ensuite il y a eu Opération. Il fallait que tu fasses une petite faute, quand même. Mon frère, vous aussi. On libère d'abord. Il faut libérer avant. On doit libérer, après on fait des Exactement. C'est pour ça que j'ai dit que, tu vois, dans Libérer, là, ta voix, là, John, là, dans l'esprit de libérer, tu vois. Cette fameuse voix, là. Ah, cette fameuse voix, là. Et nous, ça nous a motivés. Hein. On va se libérer, mon frère. Mais malheureusement, on naquit presque en même temps une polémique. Je me souviens par rapport à Pierre-Paul Jacques et les origines de Pierre-Paul Jacques. Une polémique, c'est un grand mot en vrai. Vous, comment vous avez vécu tout ça là? Parce qu'à un moment donné, il a été mis sur la place. Et vas-y, ses origines, skinhead, alors qu'on sait que à la base des skinheads, c'est un mouvement musical. Enfin, après, il y a une branche qui s'est démarquée, tu vois, une branche extrême, mais à la base, c'est un mouvement musical avec des jeunes Jamaïcains et du ska. Tu vois, ils écoutent de la musique avec des jeunes londoniens. Bah, après, dis-moi plus, s'il te plaît. Dis-moi. Moi, personnellement, je vais te donner mon avis. Dis-moi. C'est pas Pierre-Paul Jacques. L'homme, la femme, peu importe. Tu as été ce que tu as été avant. OK? Il peut y avoir des preuves ou pas des preuves, ou des polémiques, ou des on-dit, ou des cancans, tout ce qu'on veut. Moi, je ne juge l'homme que par ses actes. En gros. Donc, moi, je vois Pierre-Paul Jacques, qui fait du reggae, c'est ça. Hein. Et son groupe et ses artistes, c'était des gros artistes jamaïcains, des gros musicaux jamaïcains qui étaient derrière lui. Ça encore, je peux me dire, OK. On peut dire c'est la maison de 10, c'est un business de maison 10 pour faire, tu vois, on était chez Barclay, donc c'est un truc de maison 10. On est là pour faire aussi vendre des singles. OK, pas de problème. Maintenant, quand on se déplace physiquement avec la personne, qu'on se retrouve en Afrique du Sud et qu'on va tourner le clip d'Opération Coup de Poing et qu'on est dans un hôtel 4-5 étoiles, je dis bien un hôtel 4-5 étoiles en Afrique du Sud, donc dans des conditions de ouf, et qu'on doit aller tourner le clip d'Opération Coup de Poing à je ne sais pas combien de centaines de kilomètres dans un township, d'accord, où il faisait à cette époque entre 0 et 2 degrés. Et cahier de fou. Entre 0 et 2 degrés. Et que moi, je n'ai pas eu la présence d'esprit, tu vois, de me dire, mais attends, mais les gens, ils ont froid. Et que je vois un Pierre-Paul Jacques avec son frère qui a pété toutes les couvertures de l'hôtel pour les amener aux gens des townships. Tu peux me dire ce que tu veux. Après, derrière, moi, je dis mal donne. Le gars, il a peut-être fait ses bails avant. Moi, je vois un gars qui a pensé à prendre des couvertures et de les amener à des petits Renois, soi-disant des petits Sud-Africains qui s'alignaient juste parce qu'ils avaient encore, et les parents et les enfants, encore ce concept de apartheid. Donc ça veut dire que même quand on leur attribuait leur salaire, ils s'alignaient, tu te rappelles? Ils s'alignaient pour recevoir le salaire. Apartheid mental.
et que lui, il est venu avec des couvertures. Et moi, je me suis dit, ah ouais, le mec, il a géré, en fait. Donc, ouais, tu peux me dire ce que tu veux, mais au bout d'un moment, le mec, il a ramené des couvertures. Il a pensé, tu vois. Et je voudrais ajouter, c'est qu'il a ouvert le camion du catering, il a pris des trucs, il a frappé aux portes, il les a donnés. C'est pas on m'a dit, hein, c'est moi j'ai vu ça. C'est-à-dire même moi qui suis là, j'ai pas eu la présence. Lui, il a ouvert le truc du catering, et là, il y avait du lait, il y avait tout ce qu'il il frappait aux portes, il disait tenez. Personne ne lui a demandé de faire ça. Et même au départ, enfin moi perso, j'étais pas au courant que c'était un ancien skin. C'est les Joe Dalton et tout ça. Ils nous disaient, hey, les frères, nous on a combattu ces gars-là, tout ça. Mais moi perso, je savais même pas à qui j'avais affaire en fait. Pierre-Paul Jacques, pour moi, c'était un mec qui fait du reggae avec, comme il dit, comme Black Door surtout. On le connaissait de Black Door. Ouais, mais surtout avec des vrais musiciens. Il a pris les meilleurs musiciens jamaïcains. Il avait une vraie équipe derrière et ainsi de suite. Donc moi, j'étais à 10 000 lieues de penser que c'était, je crois que c'était Pierrot le Fou ou je sais pas quoi. Je savais pas. Après, il y a un autre truc aussi. Il y a un autre level qu'il faut. Moi, j'essaie de comprendre, tu vois. Tu peux prendre par exemple un gars d'une communauté, peu importe, hein, mais il fait des trucs salaces. Mais quand je dis salace, c'est vraiment salace. Il fait du sale. Drogue, peut-être de la drogue, ou c'est pas les trucs où tu déportes des personnes pour qu'ils aillent faire des actes. On peut parler normalement ici? Oui, c'est pas des actes sexuels ou quoi que ce soit, tu vois, qu'on déplace des personnes de population. Mais c'est un gars de ta communauté. Tu vois, par exemple, je donne un exemple, hein, quelle que soit ta communauté, il fait du sale ou il fait pas du sale? Donc, sous prétexte qu'il est de ta propre communauté qui fait la couleur, est-ce que ce qu'il fait là, c'est pas du sale en fait? Maintenant, comme tu vois, je sais pas, quand tu prends Malcolm X, par exemple, quand tu regardes le film, le mec, il faisait des trucs chelous au départ, Malcolm X, dans sa première partie. Tu vois? Et à un moment, il a eu sa rédemption. Il a fallu qu'il lui arrive un truc très dur, qu'il se retrouve en prison et qu'il rencontre les bonnes personnes. Qui rencontre les bonnes personnes, qui s'auto-éduque, qui lise et qui sort de prison pour enfin se révéler. Moi, je pense que la vie d'un homme, c'est ça. C'est que tu dois passer forcément par des phases dans ta vie. Et puis, tu as deux possibilités. Soit tu observes les signes, soit ça te sert comme référentiel pour que tu puisses grandir, ou pas, en fait. Parce que pour moi, l'objectif de notre passage dans cette réalité physique, j'aime bien parler de réalité physique. Je t'en prie. L'objectif de notre passage dans cette réalité physique, c'est justement de pouvoir s'en nourrir et de grandir, en fait, en tant que personne, pour aller embrasser quelque chose, tu vois, sans trop rentrer dans les détails, mais pour aller donc ton passage doit te servir à quelque chose. Et si tu profites de ton passage, et combien même tu as fait des trucs salaces, mais qu'à un moment ça t'est permis de te transcender, de te transformer, de comprendre qui tu es pour enfin pouvoir œuvrer dans un plan final, et ben c'est que c'est bon en fait. Maintenant, à quel moment les gens te prennent dans ton passage? Si c'est au début et que ça reste le truc sur lequel on va toujours te marquer, bah tant pis, mais t'évolues en fait dans ta vie. Moi, la personne que j'étais à 20 ans, si vous m'aviez vu, je suis pas le même aujourd'hui. Non, mais là, je comprends pourquoi, Zico, quand tu disais que un mec comme John et Monsieur Dokka, en tout cas, voilà, tu t'es imprégné de leur culture. C'est un cerveau, tu vois. Il est là, regarde, puis là, il parle de choses qui sont, comment dire, voilà, très cultivées. Tu vois. Je respecte ça. Ah, merci. Je respecte ça. Est-ce que ça vous a impacté, ça, cette polémique? Non, absolument pas. Absolument pas. C'est des trucs polémiques. Quand tu dis ça maintenant, ça peut être genre, t'es en buzz. Peut-être, fut une époque que si on était maintenant, peut-être on aurait gratté 2 jours de TT sur Twitter. Mais en vérité, c'est balourd. Parce que... bon, déjà, ça te met un petit, ça remet, bon buzz, bad buzz, ça reste du buzz, tu vois. Donc, les gens, ils ont parlé de la brigade. Et puis, bon, après, les gens, ils viennent te dire alors, etc., etc. Mais moi, je voudrais dire quelque chose parce que j'aime bien la précision. C'est que j'ai été à une conférence. C'est un mec de Grigny qui a fait un livre sur les gangs que tu dois connaître. ISO. Exactement. ISO. Et moi, j'ai été... Gang Story. Et voilà, Gang Story. Donc, j'ai acheté le bouquin et tout. Et j'étais à cette conférence et il avait rassemblé... les mecs de l'époque étaient des chasseurs de skins, des anciens, c'est-à-dire mes anciens à moi, tu vois. Et justement, à un moment, on parlait de ça, et quand je sais pas comment le sujet est arrivé, il parlait de Pierre-Paul Jacques, qui disait, ouais, mais les gens, ils confondent. Parce qu'en fait, quand tu dis skinhead, de notre prisme à nous, à mon époque, 90, tu pensais tout de suite racisme. En fait, skinhead, c'est un mouvement. Il y a les ska, il y a les trucs, et puis dans ce mouvement-là, il y avait plusieurs trucs.
Et moi, eux, ils n'étaient pas en train de me dire que c'était un mec qui traînait à Châtelet, mais ils n'étaient pas en train de me dire que c'était un Sisra. C'est eux qui me disent ça. Quand je suis un truc, ils me disent, ouais, mais les gens, ils font des amalgames. Il était dans un délire de ouf, mais il n'était pas... Moi, c'est ce que j'ai entendu des gens de l'époque. C'est ce que moi j'ai entendu. Voilà. Et si quelqu'un peut me contredire, en tout cas, moi, j'étais là, les trucs. Donc, c'est pour ça que je te dis que, bon, il faut peut-être remettre les choses à sa place, mais je me joins à John Daido en disant que, quand même, il a été à une époque, nous, on l'a rencontré, on était à Black Door. Black Door, c'est le studio d'Idéalgie, le combat continu, le studio de Ministère Amer, le studio de Doc Gynéco, le studio où il faut être. Et le propriétaire du studio, c'est le manager de Pierre-Paul Jacques, au moment où Pierre-Paul Jacques, personne ne le connaît. Et puis après, nous, on le voit évoluer et tout ça. Il pète, il signe chez Barclay. Nous, on enregistre Opération Coup de Poing dans un studio. On demande les musiciens de Pierre-Paul Jacques à la Maison de Scud et nous met les Jamaïcains pour jouer. Pierre-Paul Jacques est dans le studio, il ouvre la porte, il entend le son. Il dit, putain, mais ça dead ça, je veux faire le refrain. Il referme la porte, il sort. Et on parle de Pierre-Paul Jacques au prime de son prime. Exactement. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on se connaît depuis. Il dit putain, ça dead, je fais le refrain avec vous. Et nous, comme on est dans Opération Coup de Poing, c'est un délire de, comment on appelle ça, de single. C'est on propose un truc pour essayer de percer un peu le mainstream, tu vois. Pierre-Paul Jacques qui vient, qui dit je fais le refrain. Bien sûr, tu dis oui. En plus, on le connaît. Alors après, qu'un tel et un tel, ils aient dit... Ça fait partie du rap game, ça fait partie du jeu, tu vois. Il dit 12 pas un cerveau, il n'y a pas de souci, tu vois. Il a insulté la daronne de personne, tout ça. Il a dit son truc, cool. Après, nous, on a discuté, est-ce qu'on répond pas, etc. Rapologiquement, il fait une phrase. C'est pas gamin, il va rapper, il va tester le rap avec nous, en vrai, tu vois. Il a fait sa phrase, on a discuté un peu. Est-ce qu'on répond pas? On a dit, on laisse tomber, ça vaut pas le coup, tu vois. Donc, oui, après, c'est bien, les gens, ils aiment bien, c'est croustillant, tu vois. Mais dire que c'est une polémique, ça n'a rien changé pour nous, tu vois. Après Gang Story, pour revenir sur Gang Story, c'était vraiment le projet de Kizo et de Yann Morvan qui est décédé il y a peu d'ailleurs. Donc son livre photo, Yann Morvan, célèbre reporter de guerre qui a fait, qui a pris en photo en tout cas les skinheads à l'époque et qui a fait plein d'autres choses aussi, tu vois. Il est mort il y a peu là, donc paix à son âme, tu vois. Et Kizo, a contribué en tout cas à réaliser avec Planète Plus les documentaires Gang Story de 45 à nos jours. Il y avait la première partie, c'était les années rock, et la deuxième partie, c'est les années rap. D'où le fait qu'il est allé interviewer les skinheads et les chasseurs de skins et tous ceux qui sont dans le documentaire. Tu vois. Et pour vraiment finir, moi je sais que l'album, vous êtes venu défendre l'album Testament à Grigny. J'étais là encore une fois, devant là comme ça, tu vois. Et je sais qu'à un moment donné, John t'a dit, il n'y a pas de super-héros ici. Les mecs, ils ont dit, si, il y a Green Gangsta. J'étais comme un ouf. Ils sont chauds. Parce que, en plus, c'était pendant le refrain. C'était pendant le refrain. Et surtout, ce qui me choquait, c'est que c'était des petits en vrai. À l'unisson, ils font Greeny Gangsta. On leur dit, il n'y a pas de super-héros. Il dit non. Greeny Gangsta. C'était calé en plus. C'était un vrai question-réponse. Vous avez joué avec ça en plus. Dès que vous faisiez le refrain, s'il y a crié Gangsta. Et puis ça faisait une réponse. C'est un vrai moment. C'est un vrai moment de ouf. Partage. Et voilà, c'était. Vous êtes venu en 95, en 99, vous êtes revenu. Et voilà, pour ce coup-ci, vous étiez tous ensemble. Tu vois, vous n'avez pas blagué, vous n'avez pas fait votre stratégie de. On vient à plusieurs groupes. Vous étiez tous ensemble. Tu vois. En tout cas, c'est un bon souvenir que j'ai. Et je sais qu'il y a aussi ce festival, le festival de la jeunesse, auquel vous avez été aussi à l'époque. Avec la scène sur l'eau, Alice. Ah oui, Alice, oui. Où malheureusement... À chaque fois que tu es là, ça part en trou, j'étais là, et puis c'est parti en freestyle total avec les gars de Grigny, Évry, Corbeil, tout ça. Mais je pense que moi, ce que j'ai envie, c'est de faire une seconde partie avec vous. Avec grand plaisir. À votre retour de votre concert. Okay. Ça, vous ferez vos retours. Ouais. Et du coup, on entamera les questions que j'ai à vous poser par la suite encore. Pas de souci. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. En tout cas, merci de nous avoir invités. Merci pour ce que tu fais, parce que tu proposes des émissions avec des thèmes qui sont abordés nulle part ailleurs. Et puis, pour le coup, tu es constant dans ce que tu fais. Et voilà, force à toi. J'espère que ton truc il va continuer à répandre la culture et à permettre à des gens comme nous de s'exprimer. On est là parce que vous avez été et vous êtes toujours là.
J'ai capté comment bien joué. Parce que nous, on a la quarantaine aujourd'hui avec Grice ou avec d'autres. Et t'as vu, nous, on vous écoutait dans nos chambres avec des cassettes. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait les CD de nos grands frères et on les copiait, des cassettes vierges, tu copies, et on écoutait toute la journée les albums. C'est-à-dire, on connaît vos phases, on connaît tout. Ouais, des phases, il y a des textes que je connais par cœur de vous, là, ici, là. Grice, pareil, hein, on se met tous ensemble, là. Il y a toute une génération de Green Limbs de quarantenaires, là. Un jour, on se réunira, on va vous rappeler tous les textes qu'on connaît, de vous tous, de tous les groupes, parce que nous, on était à fond. Et du coup, un jour, il y a des anciens de chez nous, comme Tonton, qui nous ont dit faites des médias. On s'est mis dedans, et puis on oublie de vous inviter. Parce que Tonton Marcel, tu parles? Non, un autre tonton. Tonton de Grigny, tu vois. On appelle Mzé Bastois, tu vois. Mais Tonton Marcel est le précurseur, en réalité, l'un des précurseurs, avec Bouscapé. Bouscapé avant, Tonton Marcel après, tu vois. Qui ont commencé, et puis nous, quand ils ont commencé, nous, on pensait même pas faire tout ça. Mais notre tonton de Grigny nous a dit, les gars, mettez-vous dedans. Et nous, avant même qu'on puisse vous inviter, on parlait déjà de vous. Puis après, quand on a vu qu'on pouvait vous inviter, c'est parti, mon frère. C'est notre enfance, tout ça, tu vois. C'est quoi, merci à vous, les frères. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour l'accueil. Merci pour. On peut s'applaudir. Ouais.